Bonsoir à tout le monde, à tous et toutes. Bienvenue donc ici dans ce site pour parler de vos projets, essayer de trouver des réponses et des pistes à vos questions dans la démarche de création et de développement et de pérennité de vos études. Vous vous posez peut-être la question quand même de voir le titre qu'on vous a choisi, Viser l'Everest. Bon, là on a visé 100 et quelques mètres. L'Everest, si vous avez en tête, ça fait combien de mètres? 8848 mètres, hein, bien compté, ça dépend des années. S'il y a un petit peu de glace, ça fait 8849 ou 8847 et demi, enfin, peu importe. Je suis ravi de vous accueillir. Je suis Jérôme Brisbourg. Et effectivement, si j'ai ce micro, c'est que j'ai gravi l'Everest en fait, en l'occurrence. Et quand Fiducial m'a sollicité pour animer cette soirée, je me suis dit, ok, est-ce que rencontre les notaires créateurs, c'est vraiment un projet comme l'Everest, hein, tout dépend effectivement de l'ambition qu'on se donne. Vous connaissez l'expression, tous et toutes peut-être, à chacun son Everest. C'est ça l'Everest en fait, c'est des fantasmes, mais c'est aussi des réalités. Peut-être que vous connaissez l'âge du plus jeune qui est monté au sommet de l'Everest. Combien? 12 ans, c'est exactement ça. Le plus vieux? Non, merci. Sympa. 78 ans, hein, donc c'est un Japonais. Il y en a qui l'ont fait 2 fois. Il y a même Iceman, peut-être que vous le connaissez, Iceman, c'est l'homme qui est capable de rester 1 heure dans une eau glacée avec quelques glaçons, etc., de faire baisser et la température de son corps et son rythme respiratoire, qui a tenté. Bon, il s'est arrêté à 7000. Beaucoup de femmes ici parmi nous. Combien de femmes? 2. Non, on est sur des pourcentages de l'ordre de 20%. Voilà, donc du coup, toutes les nationalités, hein, tous les projets, et effectivement, toutes les chances de réussir ce projet-là. En ce qui me concerne, donc effectivement, je vais animer cette soirée, et puis je vais essayer de faire des parallèles, hein, pour créer des ouvertures pour vous, des analogies avec l'ascension de l'Everest, puisque c'est un projet engagé, hein, avec un objectif, et puis vous allez pouvoir mesurer qu'il y a derrière de la stratégie, hein, qu'il y a peut-être des étapes intermédiaires, qu'il y a peut-être un collectif, on n'y arrive jamais seul. Il y a des moments où on réussit bien, il y a des moments où on a quelques doutes, et puis en fait, on va se poser la question de qu'est-ce qui nous amène au sommet, qu'est-ce qui nous amène à concrétiser donc ce grand projet. J'ai beaucoup parlé en fait sur l'Everest, mais en fait je vous ai préparé un petit film de 2 minutes, voilà, pour vous mettre un peu dans l'ambiance de ce projet, et puis déjà peut-être pour vous faire réfléchir aux analogies possibles qu'on va pouvoir développer par la suite. Alors c'est parti pour le film. On vient d'arriver tous.
la sentez l'analogie? Non, vous la sentez pas? Ça vous tente? Non? Ah là là, peut-être vous posez la question de pourquoi je fais ça, quelles sont mes motivations. C'est aussi sûrement une question que vous posez. Avant d'y répondre, j'ai envie de vous dire finalement que ce point, on va faire peut-être une cristallisation sur l'Everest, s'inscrit dans un projet un peu plus grand ou plus long, hein, puisque voilà, ça c'était en 2011 et il me semble qu'on est en 2019. Pour arriver à l'Everest, évidemment, il faut commencer par des étapes intermédiaires, voire inférieures. Donc, ok, c'est le Mont Blanc, c'est un 5000, c'est un 6000, c'est un 7000. Et puis, vous pouvez attaquer l'Everest. Et une fois que vous avez attaqué l'Everest, finalement, vous dites, qu'est-ce que je peux faire? J'ai fait le plus haut. C'est pas forcément le plus difficile, mais le plus haut, qu'est-ce que je peux faire? Et là, vous avez deux voies, en fait, chez les alpinistes. Soit vous enchaînez sur les autres 8000. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a 14 sommets qui font plus de 8000 dans le monde. Bon, l'Everest en est un, mais il en reste 13 autres. Très peu, hein, donc on réussit ça et ça demande un niveau effectivement de pratique très, 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 très élevé. Ou alors vous avez un autre projet qui s'appelle les Seven Summits. Les Seven Summits, c'est faire le sommet le plus haut de chaque continent. Donc vous voyez, du Mont Blanc à l'Everest, de l'Everest au Seven Summits. Et donc ça, c'est un projet que j'ai pu concrétiser sur 6-7 ans et arriver donc en 2016 au McKinley en Alaska, qui m'a permis de clôturer effectivement ce projet des Seven Summits. Bon, mais je ne me suis pas arrêté là. Une fois que vous avez fait les Seven Summits, vous vous dites qu'est-ce que je peux faire d'autre? Alors là, il y a les seconds Seven Summits. Si ça existe, vous savez, ils se lancent de gros challenges, les alpinistes. Donc vous avez fait les premiers Seven Summits, c'est-à-dire c'est le sommet le plus haut. Et après, il y a un autre projet, c'est faire le deuxième sommet le plus haut de chaque continent. Bon, ça m'intéressait un peu moins. Et donc là, je suis plutôt parti sur un autre projet qui s'appelle le Grand Slam. Le Grand Slam, c'est une fois que vous avez fait les Seven Summits, c'est aller donc au pôle Nord et au pôle Sud. Maintenant, c'est une autre activité pour moi, les expéditions polaires. Donc, avant de me lancer sur le pôle Nord, j'ai, pour m'entraîner, fait la traversée du Groenland. Donc, c'est ce que vous voyez effectivement sur le Groenland, en suivant le cercle polaire arctique. Donc là, c'est un projet de 31 jours de marche, donc pour traverser cette calotte glaciaire. Et ça fait, c'est impressionnant en fait sur la carte, mais en réalité, ça fait 540 km en fait. Donc, vous êtes 540 km sur la calotte glaciaire. Donc, ça m'a plu. On va revenir sur les motivations, parce que vous allez dire, il est débile ce mec. Donc ça m'a plu et ça m'a donné envie effectivement d'aller l'année dernière au pôle Nord. Pôle Nord qui est un environnement extrêmement intéressant parce que vous n'êtes pas sur un continent, vous êtes sur un morceau de glace qui est posé sur l'eau. Et donc ça a deux conséquences. Première conséquence, c'est que vous dérivez. C'est-à-dire que si on est posé ici, là tous, on voit que l'environnement autour de nous ne bouge pas. Mais nous, si on fait des prises GPS régulières, on se déplace. En une nuit, on arrive à gagner 2 km, ce qui aide en fait pour avancer. Et vous avez une base scientifique, il y a 2 ans, en l'espace d'un mois, elle s'est déplacée de 200 km. C'est juste pour vous montrer qu'effectivement, il faut prendre la banquise dans le bon sens, parce que si vous prenez le tapis roulant dans le mauvais sens, la nuit, en fait, ça joue contre vous et ça vous rapporte donc un peu plus d'efforts le lendemain pour compenser. Donc, le pôle Nord et puis pour décembre, le pôle Sud que je prévois, donc en essayant de suivre les traces de Amundsen, le premier qui a été au pôle Sud en 1911. Voilà, un projet en appelle un autre. C'est peut-être aussi, vous posez la question de la création. Tiens, il y a une première étape, et puis après, dans la pérennité et le développement, il y aura une deuxième étape. Vous allez rencontrer d'autres personnes, vous allez connaître un peu plus le milieu, vous allez retrouver des ressources en vous que vous ne connaissiez pas dans les activités précédentes. Ça va sûrement vous donner envie d'aller un peu plus loin. Ça m'amène en fait à vous faire réfléchir sur pourquoi. C'est un rêve de gosse. Alors peut-être que vous aussi, vous avez rêvé d'être chef d'entreprise. Ouais? Ouais? Non? Bon. Alors moi, c'est un rêve de gosse. Et j'ai cherché, et je cherche toujours à concrétiser ces rêves de gosse. C'est-à-dire que j'ai la volonté, en termes de motivation, de rendre concret. Et donc, on verra ensemble que c'est plutôt là des motivations de projection. J'ai besoin de jalonner, entre guillemets, ma vie avec des étapes importantes. Donc, tant perso, famille, puis pro aussi.
J'ai oublié de vous dire, je suis gérant d'une société de formation, hein, donc aussi dans la tête et dans la peau d'un chef d'entreprise. Et puis, deuxième motivation profonde, c'est le goût du challenge. À chaque fois, finalement, voilà, il y a des challenges à relever, à traverser le Groenland, à atteindre le pôle Nord, on le dit comme ça, faire l'ascension de tel sommet qui fait telle altitude. Ça fait très masculin peut-être comme approche, hein, mais c'est effectivement cette logique de performance et d'objectifs à atteindre. Ça me paraît c'est finalement une façon de vous faire réfléchir aussi sur qu'est-ce qui va, comment vous motiver, ou qu'est-ce qui vous motive pour faire ça, parce que derrière, c'est ce qui vous permettra d'atteindre l'objectif que vous fixez. En fonction des motivations que l'on a, on va jusqu'à la concrétisation de ces motivations ou pas. Et donc, si on peut regarder ensemble, quand on regarde les profils de personnalité, puis je vous invite à réfléchir gentiment sur ce point-là, voilà les 5 motivations profondes que l'on peut avoir et qui font que derrière on agit, hein, et donc avec un certain niveau d'énergie et d'engagement. Je vous ai illustré 2 d'entre elles, donc la compétition et le besoin de projection. Vous avez donc certains, et peut-être c'est votre cas ou le cas de certains de vos collaborateurs qui agissent et qui ont besoin de comprendre. J'ai besoin de comprendre le monde dans lequel je suis pour agir. C'est des gens qui vous posent toujours la question de savoir pourquoi tu fais ça, pourquoi tu me demandes de faire ça, qu'est-ce que ça va apporter effectivement à notre projet, etc., etc. Compétition, je l'ai fait. Relation, là vous avez plutôt des motivations du être ensemble. Moi, ce qui m'importe, c'est quel que soit le projet, tant qu'on est avec des collègues que j'aime bien, tant qu'on est avec des amis que j'aime bien, moi, on fait ce que vous voulez. Donc ça, c'est intéressant pour vous, peut-être, dans la réflexion, hein, si c'est un paramètre important dans les associations ou les recrutements que vous allez faire. Ancrage, c'est le besoin de contrôle de son environnement. Donc là, peut-être que dans votre projet, vous avez envie de reproduire le schéma de fonctionnement que vous connaissiez par avant dans l'étude précédente dans laquelle vous étiez. J'ai besoin de stabilité, en fait, en l'occurrence. Voilà, donc là, je vous les ai détaillés. L'idée pour moi, c'est finalement de vous faire réfléchir sur vos motivations de créateurs. C'est ça qui donnera l'énergie qui, en effet de levier, vous portera peut-être sur un Mont Blanc, sur un Everest comme Iceman, donc peut-être en maillot de bain ou avec 2 ou 3 Sherpas, ou d'enchaîner d'autres projets. Et ça m'invite finalement à réfléchir avec vous sur qui vous êtes. On est sur la deuxième vague, donc le créateur notaire, qui il est, quels problèmes il rencontre, comment il réagit. Et pour ça, donc, on a un baromètre qui a été fait, qui va nous donner quelques indications, qui vous permettront bien sûr d'avoir quelques points de repère. Et pour venir nous présenter le baromètre, je vais appeler Héloïse Rio-Norec, qui est directrice marketing chez Fiducial, ainsi que... Non, responsable marketing, pardon, je t'ai vu tiquer. Directrice, voilà, tu as la rémunération qui va avec, c'est super. Et donc Nicolas Ides, qui est notre expert notaire chez Fiducial. Vous pouvez les encourager parce que c'est pas si facile de prendre la parole. Bonsoir à tous. Bonsoir. Donc on va commencer avec ce baromètre pour vous présenter quelques chiffres. Donc juste petite méthode pour vous remettre en perspective les choses. Donc c'est un baromètre qui a été réalisé auprès de 200 notaires créateurs par Fiducial et par l'Institut Sync par téléphone fin 2018. Et alors toute une série de questions leur a été posée. Le baromètre est très riche, mais on a décidé de vous présenter ce soir quelques principaux chiffres. Les principales questions. Voilà. Donc première question. Qui sont les notaires créateurs de la première vague? Donc parmi les interrogés, un profil type s'est dégagé. Ce sont majoritairement des femmes âgées de 38 ans et anciennement à des postes de notaire assistant. Alors, au regard des typologies d'étudiants que l'on a aujourd'hui dans les centres de formation, ou bien encore, je pense à la voie professionnelle, examen de contrôle des connaissances techniques, ou dans la dernière session à laquelle j'ai participé, j'avais sur un ensemble d'étudiants de 50 personnes, j'avais 3 garçons. Donc ce chiffre-là n'est pas très surprenant finalement, et on voit que, mesdames, vous êtes vraiment extrêmement entrepreneuse pour arriver à des objectifs complexes. Vous êtes plus tenaces que nous, finalement, les hommes, et vous avez plus envie que nous. Donc, après ce profil type, on a essayé de voir les différentes étapes de la création.
Une notion qui va être développée tout au long de cette soirée, c'était la notion de chef d'entreprise. Et là, 67% des notaires créateurs s'estiment avoir été bien préparés à être chef d'entreprise. Alors ce chiffre-là, par contre, est une surprise. Parce que, vous le savez, nos études ne nous préparent que très peu à cette notion de chef d'entreprise. Donc le résultat qui est affiché là est un petit peu en décalage avec l'image que l'on avait, et également avec les discussions qu'on peut avoir avec les notaires eux-mêmes qui, globalement, se disent peu enclin à manager, à s'occuper des achats, à être en permanence, en surveillance de tout ce qui réside et qu'il faut surveiller dans l'entreprise de manière à aboutir à être un bon chef d'entreprise tel qu'on l'entend. Donc, une belle surprise en tout cas. Ça veut dire que les créateurs sont bien dans leur basket et sont relativement épanouis dans cette mission. Sont conscients de cette notion importante. Après, dans la phase de création, ce qui est important aussi, c'est le timing, le tempo un peu de la création. Et donc là, le chiffre qui est ressorti, c'est le démarrage de l'office qui intervient environ un peu plus de 4 mois après la prestation de serment. Alors là, effectivement, il faut bien avoir conscience de cet aspect des choses quand on envisage la création, parce qu'on a un peu tendance à se dire « je prête serment, c'est bon, je suis notaire, tout va bien, je commence ». Or non, puisque les différentes problématiques auxquelles on est confronté, liées, on va le voir après, aux locaux, au matériel, à l'aménagement, aux embauches, etc., ne sont pas réglées par la prestation de serment que l'on va faire au tribunal. Donc, avoir conscience de ça, avoir conscience que c'est une moyenne, donc ça veut dire qu'on a eu des délais plus longs également, et on a des créateurs qui, 7 mois, 8 mois après la prestation de serment, n'avaient toujours pas ouvert leur office. Donc, bien tenir compte de ça dans le projet, de manière à ne pas être surpris avec cet aspect des choses, qui est un délai qui est normal, qui est naturel. Ne soyez pas effrayés par cette statistique. Alors, autre notion aussi, la notion du local. Notion vraiment fondamentale, évidemment, dans le démarrage. 3 critères de choix ont été listés par les notaires créateurs qui, si vous avez déjà fait ce choix, vont vous paraître aussi relativement évidents. Mais évidemment, les 3 critères qui ont été cités sont la visibilité, la facilité d'accès et l'attractivité de l'environnement où je m'installe. Alors, là encore, si vous aviez eu l'occasion de nous suivre un petit peu avec Philippe Jaillet, qui est là avec nous ce soir, nous avions réalisé quelques vidéos où nous parlions de cette question des locaux. On va y revenir tout à l'heure lorsqu'on parlera avec Violaine Goudal des aspects locaux et embauche. Mais effectivement, visibilité, accessibilité sont les 2 axes majeurs des locaux. Sans ces 2 accès, le local que vous allez trouver n'est pas intéressant. Il est inutile d'aller se mettre au fin fond d'un lotissement où personne ne va voir que vous avez créé si la clientèle que vous avez ciblée a besoin de cette visibilité. Donc c'est ça qu'il va falloir mettre en adéquation. On en reparlera un petit peu tout à l'heure. Et notion aussi importante, la superficie. Et là, effectivement, le chiffre qui est ressorti, qui est aussi très intéressant, c'est 90 mètres carrés pour une surface moyenne, pour une création. Oui, là encore, c'est pas une surprise. 90 mètres carrés, c'est une belle surface de manière à pouvoir faire évoluer son étude et s'inscrire dans une stratégie à court, certes, mais plus moyen et long terme. En tout cas, moyen terme, c'est certain, de manière à pouvoir faire évoluer l'étude, la faire connaître, la créer avec tout son environnement et ensuite la transformer petit à petit vers une entreprise plus tonique et plus charpentée. Alors, au-delà de l'aspect du local, ce qui est aussi fondamental et les notaires créateurs ont été longuement interrogés dessus, c'est la partie embauche. Là, plusieurs chiffres sont à retenir. Le premier, c'est que parmi cette première vague, près de 40% ont déclaré avoir embauché. Et surtout, ce qui est important, c'est qui et quand. Et là, trois données majeures sont ressorties. La première, c'est que dans l'année qui a suivi l'ouverture,
les notaires ont embauché en moyenne 1,5 personnes au poste d'assistante. C'est pas facile Voilà. d'embaucher 1,5 personnes. Mais 3,3 mois après l'ouverture également. Oui. Alors, l'embauche, c'est la question fondamentale. On va s'y appesantir plus en détail tout à l'heure, comme je vous l'ai dit, mais les questions auxquelles on va essayer de répondre seront à quel moment. Et ça, c'est un stress permanent du créateur d'arriver à identifier quel est le moment idéal pour pouvoir embaucher une personne. Alors, c'est amusant parce que, comme on le disait régulièrement avec Philippe, finalement, cette problématique, quand on se place dans la durée, eh bien, elle paraît dérisoire. C'est-à-dire, est-ce que j'embauche au mois de février? Est-ce que j'embauche au mois de mars ou au mois d'avril? Mais 1 an, 2 ans, 3 ans après la création, ce petit mois de décalage est vraiment complètement dérisoire. Et on se rend compte finalement que ça ne va pas changer la phase de l'entreprise, alors que l'embauche, elle, va véritablement transformer l'entreprise et lui permettre de s'épanouir. Donc ce délai-là est intéressant, mais on le voit, l'embauche est vraiment fondamentale dans cette création d'études. Tout à fait. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est aussi derrière la productivité, la façon de travailler. Et là, un chiffre a été sorti, c'est 5,4 actes en moyenne par mois. Ce qui est intéressant de rapprocher, c'est environ depuis 7 mois de création. Voilà. C'est ça. Alors ça, c'est un joli chiffre, parce que quand vous regardez les business plans qui sont proposés à l'occasion du financement, vous vous rendez compte que très souvent, la rédaction d'actes est très modeste sur les premiers mois. Il y a une grande prudence. On sait également que le cycle d'une vente d'immeuble est de 3 mois. Entre le compromis et la vente définitive, on va avoir à peu près 3 mois de délai qui va se passer. Donc 5,4 actes en moyenne sur les 6,8 premiers mois de création, c'est un joli chiffre. Ça veut dire que les créateurs ont véritablement leur place dans le paysage juridique et notarial français. Ça, c'est un résultat extrêmement encourageant et passionnant. Et c'est une moyenne qui a été aussi, par essence, lissée. Donc il y a aussi des grands écarts parmi les créateurs sur cette notion. Oui, on a un écart qui est absolument hallucinant parce qu'on a le chiffre d'un créateur en France qui a signé sur sa première année 800 actes. 800 actes. Donc c'est absolument incroyable quand on crée une étude. Et c'est un chiffre qui est incroyable non seulement sur la phase création telle qu'on la connaît, créateur Macron, mais également sur la phase créateur concours. Puisque les créateurs concours sont des notaires que l'on suit depuis des années, depuis 2007. Je parle sous le contrôle de Philippe. Et depuis 2007, moi, je n'avais personnellement jamais vu un tel chiffre qui est hallucinant. Mais là encore, ça signifie qu'on a bien ciblé son secteur, qu'on a bien mesuré les potentialités, les besoins, et qu'on a une stratégie qui répond aux attentes de la clientèle. Tout à fait. Ce qui est intéressant aussi, et c'était aussi l'objectif de ce baromètre, c'était de voir aussi les difficultés qui ont pu être rencontrées par les notaires créateurs après l'ouverture. Et là, trois idées aussi ont émergé. Le premier, c'est la solitude. Le fait de créer, ça implique dans un premier temps pour la plupart d'entre eux d'être seuls. Le deuxième axe, et on y reviendra aussi, le manque de compétences qui a été ciblé dans certains domaines, notamment ce qui est beaucoup revenu, c'est la comptabilité. Et les formalités. Et troisième axe, trouver des clients. Voilà, c'est aussi une difficulté qui a été citée par les notaires. Oui, la solitude, c'est vraiment l'élément majeur. Il est en première place, mais c'est un peu naturel parce que ce qui est très angoissant, c'est d'être dans l'étude, d'avoir des journées de 9 heures, de 10 heures, pendant lesquelles le téléphone ne sonne pas, pendant lesquelles personne ne franchit la porte. Régulièrement, on décroche le téléphone pour voir si on ne nous a pas coupé la ligne et si tout est bien en fonctionnement. Et malgré ça, si vous voulez, on peut que difficilement échanger. Voilà également pourquoi, quand on parle de créateurs, on parle de l'environnement personnel qui est extrêmement important. Il faut absolument que l'on ait associé son environnement personnel et familial à la création, de manière à ce qu'on puisse
parler, évacuer un petit peu le stress, les angoisses que l'on peut avoir face à cette solitude, justement. Tout à fait. Alors, on y reviendra plus en détail, mais un chiffre aussi important à retenir, on y consacrera tout à l'heure une petite conférence sur les sites internet. Mais voilà, à savoir 30% des notaires créateurs, nous avons envie de dire seulement 30%, déclarent avoir un site internet aujourd'hui. Là, on ne va pas en dire plus longtemps, on en reparlera tout à l'heure. Teasing. Et deux derniers points importants. Le premier, c'est, on leur a posé la question, est-ce que vous êtes content, est-ce que vous êtes satisfait d'avoir démarré cette aventure, d'avoir créé votre étude? Bon, là, un chiffre écrasant. Ça, c'est fabuleux comme chiffre. Voilà. Ça veut dire que l'aventure est extraordinaire. Tout comme Jérôme tout à l'heure disait que c'est fabuleux, eh bien là, c'est fabuleux de créer son entreprise. Donc, c'est une belle réussite. Et pourquoi ce chiffre? Donc, trois axes aussi cités qui se rejoignent. L'indépendance, le défi d'avoir créé et d'avoir relevé le challenge de créer sa propre étude, et puis la notion de chef d'entreprise, d'être son propre patron. Voilà les trois axes qui ont été définis. Donc voilà, on a passé en revue les principaux chiffres de ce baromètre. Sachez qu'il sera disponible en intégralité sur le site de Fiducial, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour pour découvrir toutes les données de ce baromètre. Merci pour votre écoute. Merci. Merci. Du coup, beaucoup de nous ont échappé de la bouche de Nicolas. J'ai oublié de préciser que tu es ex-notaire. Donc, il y a une association de projets avec vous qui est forte. Le premier élément de réflexion que j'ai envie de vous proposer, on va y aller par thématique, c'est celui de la stratégie. La stratégie. Je décide de créer, c'est quoi ma stratégie, où est-ce que je veux aller, et donc qu'est-ce que je vais essayer de mettre en place. Voilà, moi je vais commencer par une analogie pour ouvrir un peu l'intervention qui va suivre. C'est vrai que quand vous voyez un sommet comme ça, vous vous dites, il est où l'objectif? Il a l'air assez évident. On a l'air de dire, voilà, c'est ça, c'est les 8848 mètres. C'est ça l'objectif. Alors, déjà, est-ce qu'on le veut vraiment, cet objectif? Nous, on était 7, donc ça me fait le lien avec qui je suis, comment je me projette, quelles sont mes motivations profondes. Nous, on était 7, on est 4 au sommet sur 7, ce qui est un très très beau ratio, parce que normalement, vous êtes plutôt sur des taux de réussite de l'ordre de 20%. Et bizarrement, les 4 qui ont réussi, c'est les 4 qui se voyaient au sommet. Les 3 autres ont dit, on verra, on ira le plus haut possible. Je vous interroge sur l'intentionnalité par rapport à l'atteinte de l'objectif. Le plus haut possible, le premier s'arrêtait à 7000. Et les 2 et 3e se sont arrêtés à 8615. Ils ne sont pas si loin, 8615. Je vais essayer de ne pas faire d'effet Larsen, mais vous êtes là. Vous êtes là. Bon, vous êtes encore à 2 heures du sommet, plus 1 heure de descente, ça fait encore 3 heures d'effort, c'est pas fini. Mais voyez qu'ils se sont arrêtés ici, puisque à un moment donné, je lâche parce que j'ai défini mon objectif, ou en tout cas la projection par rapport à cet objectif d'une certaine façon. Deuxième élément que j'ai envie de partager avec vous, c'est que je vous ai dit, ok, l'objectif c'est le sommet. En fait, s'il y a des montagnards ou des alpinistes dans la salle, il est fou lui. C'est jamais ça l'objectif. L'objectif c'est toujours de redescendre. Donc là, vous avez par rapport au programme qu'on s'était donné, au plan d'action qu'on s'était donné, le sommet est le 6e objectif, le 7e étant de redescendre. Donc je suis en train de vous parler de 6 voire 7 objectifs. Donc là, ça va peut-être vous faire réfléchir sur la stratégie finalement qu'on a mise en place pour y arriver. Il y a des paramètres à prendre en compte, vous sûrement aussi, il y a des paramètres de zone de chalandise, de concurrence, etc. etc. Là c'est pareil, il y a des paramètres qui sont liés au milieu. Donc quand est-ce qu'on peut faire l'ascension ou pas? C'est plutôt quand il n'y a pas la mousson. Donc c'est avant ou après la mousson, quand on peut aller au sommet qu'il n'y a pas 150 km/h de vent. Il y a d'autres paramètres, c'est notre capacité à nous acclimater. On commence à ressentir les effets de l'altitude à partir de 3000 mètres. Donc là, il faut créer du globule rouge. Donc là, finalement, ce que vous voyez, je vous ai montré dans le film, qui, comme notre soirée, là, ça dure 2 minutes, mais en fait, ça représente 8 semaines, le projet que je vous ai montré. Comme nous, là, voilà, on va passer
peut-être 1h30 ou 2 heures ensemble, mais c'est le projet d'une année qu'on est en train de passer en revue. Donc là, voilà, 8 semaines d'action. J'ai envie de vous dire que pour préparer ça, on ne s'est pas décidé comme ça du jour au lendemain. Il y a 8 mois d'entraînement avant. Donc on a la chance, on la voit par ici, je ne sais plus où elle est, la Tour Eiffel. On allait s'entraîner sur la Tour Eiffel entre le premier et le deuxième pilier. L'avantage en fait des étages, c'est qu'ils font 52 mètres. Donc vous savez maîtriser finalement le dénivelé que vous avez fait lors de l'entraînement. Mais c'est aussi s'entraîner en situation. Vous avez vu les équipements qu'on avait, donc des gros gants, etc. Et donc c'est facile de manier des cordes et des mousquetons, les doigts nus, mais avec des gros gants, c'est beaucoup plus compliqué. Et ensuite, j'ai essayé de vous retracer aussi l'expérience. On peut s'appuyer sur notre expérience. Avant de se lancer sur un projet comme ça, on avait tous entre 8 et 10 ans d'expérience en haute altitude. Voilà, donc c'est pour vous montrer déjà que avant de se lancer sur un projet, il faut se poser quelques questions, il faut capitaliser sur l'expérience, il faut projeter un plan d'action, il faut définir sa stratégie, et puis il ne faut pas être trop rigide. C'est-à-dire que là, nous... il faut développer l'agilité, ça se passe jamais comme prévu, la fenêtre météo elle n'est pas au moment où vous êtes prêt, et donc il faut la saisir quand elle est là et pas quand vous avez décidé qu'elle soit là. C'est pas comme ça que ça marche dans la nature, et donc le plan d'action que l'on a pu établir évidemment permet des marges de manœuvre pour s'adapter à la réalité. Donc ça c'est en montagne. Peut-être que vous posez la question aussi de dire il faut que je fasse une stratégie, peut-être qu'il faut que je fasse un business plan, ne serait-ce que pour avoir mon financement, il paraît. Mais est-ce que je le fais que pour ça, ou est-ce que je le fais aussi pour moi, pour essayer de voir jusqu'où j'ai envie d'aller ou jusqu'où je peux aller. Donc ça va me permettre de lancer la deuxième thématique sur la stratégie. Et pour la stratégie, donc on va avoir un retour d'expérience d'un de vos confrères. Donc je vais appeler maître Jean-Baptiste Bullet, qui est notaire à Chevilly-la-Rue, donc dans le 94, voilà, et qui sera accompagné donc de Nicolas que vous connaissez, donc qui posera quelques questions. Jean-Baptiste, bonsoir. Bonsoir. Alors, Jérôme l'a dit, la stratégie, un élément essentiel sur un projet tel que l'ascension de l'Everest. Est-ce que c'est aussi un élément essentiel à l'occasion de la création d'études? Est-ce que finalement, si en me promenant un peu comme ça dans les couloirs de l'étude et en lançant quelques idées, c'est pas suffisant? Non, clairement pas. Je pense que dès le départ, il faut se mettre en tête le fait qu'on est en train de créer une entreprise et que cette création d'entreprise ne se réfléchit pas. D'ailleurs, j'aimais beaucoup l'analogie de Jérôme par rapport aux semaines intenses de préparation avant le début de l'ascension. Mais c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'à mon sens, il faut avoir une stratégie qui est définie. Et ça, je le sais presque d'expérience trop tard, dès le clic. En fait, c'est dès le clic où il faut se poser la question, pourquoi je clique ici? Pourquoi est-ce que je souhaite créer une étude ici? Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est une bonne zone? Est-ce que c'est une bonne ville? Parce que certes, on a la possibilité de transférer nos études d'une ville à l'autre au sein d'une même zone. Et effectivement, moi, pour ma part, je me suis posé des questions un peu trop tard. C'est-à-dire que je me suis posé des questions au moment du business plan, quand il fallait établir ce fameux business plan. Donc effectivement, je pense que comme pour une ascension de montagne, il faut se préparer bien en amont d'un point de vue stratégique. Il faut se préparer en amont, il faut l'écrire, cette stratégie. On ne peut pas se contenter d'idées, comme je disais, lancées à la volée, comme ça. Il faut que le document soit structuré, écrit, certainement qu'il évolue également au fil du temps. C'est-à-dire que le document de la stratégie de l'entreprise n'est pas figé, ne peut pas être figé parce que les événements qui vont avoir lieu vont nous obliger à le faire évoluer, à le faire vivre. C'est votre cas ? Ah oui, tout à fait. C'est clairement, si je reprends mes premières notes et mes premiers chiffres, mes premiers business plans, etc., aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. Mais au moins, ça avait l'avantage de poser certaines bases, de fixer certains objectifs et puis surtout certains postes de dépenses, certains postes de recettes, et à se poser les bonnes questions et à mener les bonnes réflexions. Et effectivement, le fait d'écrire la stratégie, si c'était à refaire, aujourd'hui, je le referais vraiment bien plus en amont, comme je disais, mais en prenant
certains critères très précis que je peux vous partager, et que j'ai d'ailleurs mis dans le guide du créateur qui est sorti aux éditions là, l'Extension de Frénois. C'était la séquence pub. Mais c'est surtout... Liliane, c'est pour vous. Il y a Lydie aussi que j'ai fait. Non, c'est surtout, par exemple, prenez des choses un cas très précis. Moi, je me suis installé dans une ville qui s'appelle Chevilly-Darru, que je ne connaissais pas du tout, dans un département que je connaissais pas du tout. Et je regrette pas du tout mon choix, parce que finalement, j'ai été nommé à Alfortville, qui était donc dans la zone d'Orly, et j'ai transféré à l'autre bout du département. Et je regrette pas ce choix, parce que j'ai pris toute une liste de critères. Je fais un tableau Excel, et j'ai pris des critères du genre le prix au mètre carré, le nombre de logements de la ville, le taux de pauvreté, le nombre de logements sociaux. J'ai pris le nombre de logements qui étaient disponibles. Je l'ai divisé par 2. Ça m'a donné grosso modo une liste de logements vendables. Après, j'ai pris ce chiffre, je l'ai divisé par le nombre de notaires de la ville. Bon, en l'occurrence, il y en avait 0, donc c'était pas très compliqué. Mais j'ai surtout fait ça pour toutes les villes de la zone, toutes les communes. Et ensuite, j'ai pris, alors, de mémoire, 10%. Je considère qu'un logement, ça tourne tous les 10 ans. 10% du nombre de logements vendables de ma ville que j'ai multiplié par une surface moyenne de 70 mètres carrés fois 1%, pour avoir une estimation de chiffre d'affaires sur les ventes. Eh ben, figurez-vous que j'ai regardé mes chiffres il n'y a pas longtemps et je suis pas tombé très très loin de ce que ça génère actuellement. Et toute cette réflexion-là m'a mené à transférer dans cette ville que je connaissais pas du tout. Et voilà, je regrette pas ce choix pour le coup. Ouais, l'exemple de Jean-Baptiste est intéressant parce qu'il fige des objectifs, une stratégie, et en face de cette stratégie, il va mettre des objectifs chiffrés, des objectifs qu'il va transformer en réalité. Et ça, c'est intéressant. Et c'est la deuxième étape, finalement, de la stratégie. Première étape, j'écris ma stratégie, je suis rigoureux sur cette stratégie, je formalise. Deuxième étape, où cette stratégie doit-elle m'emmener ? Et on va le voir, on va descendre comme ça différentes marches pour arriver à ce que Jean-Baptiste évoquait à l'instant, le business plan. C'est-à-dire que la stratégie, elle n'a pas de chiffres, le business plan, lui, a des chiffres. Et donc, quand on va de l'un à l'autre en passant par les objectifs, eh bien, on arrive à quelque chose de tout à fait cohérent. Et je trouve que l'exemple de Jean-Baptiste est extrêmement intéressant parce que justement, il arrive à une cohérence, il arrive à une réalité parce qu'il a pris le soin de se pencher justement sur cet environnement, sur cette stratégie qu'il a mis en place. Alors, je tiens quand même à préciser qu'en termes de business plan, quand je reprends quand même les chiffres aujourd'hui, les postes de dépenses, les postes de recettes, etc., en fait, je suis complètement très très loin de ce que j'avais intuité au départ, tout simplement parce que les recettes, on essaie toujours d'être prudent et de se dire non, peut-être 2 actes, peut-être 3 actes, et puis finalement, ça peut aller très vite. Mais les dépenses, ça va beaucoup plus vite que prévu, notamment les cotisations, qu'on peut pas vraiment très bien déterminé, mais qui arrive de manière certaine, ça je peux vous l'affirmer. Du reste, en fait, finalement, ce business plan, il me sert toujours parce qu'il m'a fait réfléchir en amont à la réalité, au concret des postes de dépenses que j'allais avoir et qu'on a tous d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'avant de faire le business plan, je m'étais jamais interrogé, par exemple, sur combien va me coûter un copieur. Qu'est-ce que je prends comme copieur ? Est-ce que je le prends en achat ? Est-ce que je le prends en location ? Je m'étais jamais interrogé sur quel bureau je prends, combien ça coûte. J'avais vaguement réfléchi. Je m'étais jamais interrogé sur les véritables coûts de tout un tas de logiciels. Est-ce que je prends tel abonnement je le prends pas. Et en fait, finalement, en listant, en réfléchissant, en faisant le tour, ce business plan, qui est quand même la clé d'entrée pour obtenir notre financement, qui est pour la plupart des gens une étape assez importante, voire inéluctable, ça permet de se poser des bonnes questions par rapport à nos postes de dépenses et à nos postes de recettes. Et finalement, ce schéma-là, même si les chiffres sont complètement erronés sur le terrain, les postes de dépenses, eux, n'ont pas bougé. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant en termes de pilotage d'entreprise. Alors, on l'a vu, une stratégie écrite, des objectifs avec un business plan. Et le dernier point, c'est le plan d'action. C'est-à-dire comment, finalement, je mets en œuvre les différents éléments que j'avais envisagé de réaliser. Et là ? La mise en œuvre, c'est bête et méchant. Un jour, on a fini de meubler son étude, on a fini d'installer ses ordis, et puis on attend que le chaland daigne bien vouloir
pousser la porte. Alors bon, je connais pas trop les domaines d'intervention de tout le monde. J'ai pas envie d'empiéter sur quelques-uns de mes confrères et consoeurs, mais c'est vrai que le local, on en parlera tout à l'heure, a une importance clé. L'implantation de l'étude, la commune aussi. Je pense qu'il faut savoir aussi saisir dans son marché, dans son terrain, et ça c'est quelque chose dont j'ai pu prendre la mesure qu'ultérieurement à l'ouverture, parce que je savais pas du tout où je mettais les pieds, mais quelles sont les forces et les faiblesses de nos voisins, et qu'est-ce qu'on peut apporter, nous, en tant que créateurs, de plus par rapport à une grosse structure qui elle est bien implantée, à 10, 15, 20 ou plus personnes qui y travaillent, qu'est-ce qu'on peut apporter comme service supplémentaire. Et ça, il faut se poser la question de savoir comment se positionner, qu'est-ce qu'on veut mettre en œuvre, quelle est la dynamique qu'on veut insuffler, parce que finalement, cette étude, cette entreprise, c'est nous-mêmes. Donc, qu'est-ce qu'on a envie de donner, qu'est-ce qu'on a envie de montrer à la clientèle. Et donc, il faut définir un schéma et une méthode de travail et puis s'y tenir. C'est le plus dur, en fait. Parce que aller voir les agences pour se présenter en disant, voilà, moi, de toute façon, je n'ai pas de dossier, donc vous inquiétez pas, ce sera directement traité, il n'y aura aucune attente. Ça, c'est facile, mais si au bout de 4-5 dossiers, le service chute, c'est là où c'est le piège dans lequel il ne faut pas tomber. Et malheureusement, la grosse difficulté, en tout cas que moi j'ai subie, c'est le fait que dès que vous avez 3-4 dossiers qui rentrent d'un coup, vous êtes sous l'eau, tout de suite. Il n'y a aucune marge de manœuvre, tout de suite on est débordé. Et ça, c'est un grand enjeu à savoir gérer. J'ai pas de solution miracle à vous donner. Ça fait quelques week-ends courts et quelques soirées longues. Mais on y arrive. On y arrive. C'est vraiment ce que j'ai envie de transmettre. On s'en sort et c'est une chouette aventure. Merci. Merci à vous. Hop. Merci. Alors j'ai envie d'ouvrir là le sujet sur le choix de la structure, puisque c'est aussi au-delà de la stratégie. Maintenant il faut choisir la structure adaptée peut-être à votre projet. Alors quand on mène un projet d'alpinisme, il n'y a pas de structure juridique pour faire ça. Vous avez peut-être des contrats avec les organismes avec lesquels vous passez. Moi je me suis quand même vu signer un contrat avec des Américains pour aller faire l'ascension du mont Vinson, c'est celui qui était tout en bas là, dans le sommet de l'Antarctique, et vous signez une clause du genre l'organisme se dégage de toute responsabilité sur tout événement issu de l'intervention de la main de Dieu. Voilà, bon, vous signez ça. Donc nous on n'a pas ce cadre réglementaire, mais en revanche on a un cadre de fonctionnement. Et c'est un peu ce que j'ai envie d'évoquer avec vous pour lancer le sujet sur le choix de la structure. Il nous faut un cadre de projet qui est au service de l'action. C'est-à-dire que comme on est en milieu un peu hostile, vous l'avez peut-être vu dans le film, on n'a pas trop le temps de se dire, bon alors là, par rapport au sujet, qu'est-ce qu'on fait, il faut agir vite, puisque le temps de la réflexion peut vous amener à l'accident, voire au sur-accident. La première réflexion que l'on porte, et ça peut vous intéresser si vous êtes en association, c'est comment, là on était 7 sur l'Everest, comment l'objectif individuel est en relation avec l'objectif collectif. Je vais vous citer un cas, je vais détailler le truc et vous allez vite comprendre. L'objectif collectif, vous l'avez compris, on est plutôt des amateurs engagés, certes parce qu'il n'y a pas de conditions spéciales pour les professionnels amateurs. Quand il fait moins 35, il fait moins 35 pour tout le monde. Mais donc nous on avait dit, bon c'est le plaisir, voilà, on a tous une famille, tous un métier. Bon, si on ne monte pas au sommet, c'est pas grave, la montagne est toujours là, donc on redescendra, etc., etc. Donc ça, c'était sur le papier. En réalité, il y en a deux qui avaient décidé que c'était le sommet à tout prix. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire, selon vous, le sommet à tout prix ? Ça veut dire qu'à un moment donné, quand il faut prendre une décision de redescendre parce que les conditions ne sont pas bonnes, eux, ils continuent. Donc ils mettent en risque évidemment l'objectif numéro 1 du projet qui était la sécurité, le plaisir, la montagne est toujours là, on reviendra. Donc là voilà, peut-être on revient encore sur qu'est-ce qu'on y met quand on est associé, est-ce que les objectifs sont ensemble, quel est le cadre de jeu. Le deuxième cadre que l'on a fixé, c'est un cadre décisionnel. Décisionnel, c'est-à-dire qu'on a listé toutes les décisions qu'on était amené à prendre et on s'est dit, est-ce que là on est plutôt sur le registre de la décision individuelle
collective. Donc dans collectif, c'est majorité ou unanimité, ou alors chef d'expédition. En l'occurrence, j'étais chef d'expédition sur le projet. Il n'y a que moi qui prends la décision. Donc, je vous donne un exemple. Quand s'il y en a un qui veut abandonner et redescendre, c'est une décision individuelle. On n'a pas à interférer sur son choix. On peut peut-être essayer de l'encourager, le motiver, l'accompagner, mais c'est sa décision. La décision de faire l'assaut, comme on a vu, c'est une décision collective. La décision de gérer, par exemple, vous pouvez avoir un mal aigu de montagne ou n'importe quoi. Là, c'est le chef d'expédition puisqu'il engage sa responsabilité de chef d'expédition. Et ce que j'ai envie de vous dire, voilà, c'est que nous, on a pris le temps de poser ce cadre. Comme là, vous allez réfléchir sur le cadre juridique de votre structure. Et c'est au service de l'action. C'est pas pour se dire, voilà, super, on a des principes, on est fort et tout ça. Non, c'est pour aller vite dans l'action, pour se dire, ben voilà, nous, on peut se concentrer sur ce qui nous intéresse. C'est comment on agit par rapport au milieu, au service de l'objectif qu'on s'est fixé. Alors, pour amorcer les questions sur le choix de la structure, deux intervenants à nouveau. Donc là, on va avoir Maître Annie Gien, qui est avocate au sein de Fiducial. Donc je vais appeler Maître, voilà. Et donc qui sera accompagné de Philippe Jaillet, qui est l'expert fiducial donc pour les notaires. Et vous pouvez pareil les encourager, parce que c'est pas ici. Merci Jérôme. Bonsoir Annie. Bonsoir Philippe. Alors effectivement, Jérôme, le choix de la structure d'exercice et de son évolution, c'est vraiment un sujet important, récurrent chez les créateurs et qui est source de bon nombre d'interrogations. Alors, avec Annie, on vous a fait ce petit tableau qui est un petit peu le fil conducteur de notre intervention. On l'a scindé en deux, avec une partie aujourd'hui. Vous êtes dans la salle déjà installée, ou pour certains, vous êtes en attente d'être tiré au sort. Et je dirais qu'il n'y a pas 50 solutions. Je dirais que dès lors que vous allez être installé, vous n'avez pas trop le choix. C'est soit vous êtes notaire individuel, soit vous êtes associé au sein d'une structure. Il n'y a pas d'autre alternative possible. Et puis demain, vous allez vouloir sans doute évoluer. Et là, plusieurs pistes possibles. Soit vous allez vouloir rester en l'état, parce que ça vous va très bien. Soit vous êtes notaire individuel et vous allez vous dire, je vais peut-être m'associer, soit avec moi-même, soit avec quelqu'un d'autre. D'accord ? Si je suis déjà en société, je vais vouloir trouver un partenaire, je vais vouloir grossir un petit peu, m'associer avec quelqu'un. Et puis le quatrième volet, c'est éventuellement me rapprocher d'un confrère, d'une structure déjà existante. Voilà un petit peu le panorama. Et c'est à chacun là de vous situer. Aujourd'hui, vous êtes dans la case aujourd'hui, et demain, vous allez devoir prendre peut-être un chemin, une piste différente. Alors si on s'attarde un petit peu sur le statut de notaire individuel, car il faut quand même le savoir, 70% des créateurs première vague se sont installés en tant que notaire individuel. Donc c'est un statut qui a eu un franc succès. Il a eu un franc succès et pourtant, quand on creuse un petit peu avec les créateurs, on a le sentiment quand même que c'est un petit peu un choix pour certains qui est fait par défaut. Est-ce que vous nous le confirmez que ce choix a été fait par défaut ? Il est vrai que le redatage à titre personnel a pu être un choix par défaut, mais ça a été un choix. Jérôme nous l'a dit tout à l'heure, il a fallu passer le pas. Et l'exercice individuel n'est pas rédhibitoire et il n'est pas irréversible. Beaucoup de vos confrères ont exercé à titre individuel et continuent d'exercer à titre individuel. Ils ne sont pas gênés par ça. Lorsque l'on est créateur, on a tout à faire. Il va falloir trouver les locaux, s'installer, développer la clientèle, se constituer un réseau. Tout ça va prendre du temps et l'activité va se développer progressivement. Le chiffre d'affaires va se développer doucement, les dossiers vont rentrer progressivement et la question de la mise en société n'est pas une question qui va être mise à l'ordre du jour forcément tout de suite. Alors, pourtant, certains créateurs vont vouloir en sortir de ce statut. Qu'est-ce qui fait que le créateur va vouloir passer à autre chose et en sortir de ce statut de notaire individuel ? Bien, la motivation des créateurs que nous rencontrons tourne autour de deux axes principaux. Le premier, on en a parlé tout à l'heure, juste avant la séance,
Le premier, c'est de s'associer. C'est de s'associer avec un confrère qui souvent a horodaté en même temps que vous, mais qui n'a pas été tiré au sort. Et ce confrère, il vous rejoint dans l'office par le biais d'un contrat de travail. Or, si l'office n'est à ce moment-là pas structuré, on risque d'avoir des problèmes de collaboration, on risque d'avoir des tensions. Donc ça, c'est un premier cas. Le deuxième cas est un cas là qu'on entend bien, c'est le cas du chiffre d'affaires qui se développe. Ça encore, j'allais dire, c'est pas bien grave, mais c'est le résultat qui va avec. Et l'on sait très bien que lorsqu'on est en office individuel, le 31 décembre, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, le notaire se voit affecter son résultat et il n'en demandait pas tant. Avec une société LIS, l'avantage, c'est que le notaire va pouvoir réguler ses revenus, il va pouvoir maîtriser autant que faire se peut son impôt sur le revenu et l'assiette des cotisations sociales, ce dont vous parliez tout à l'heure. Alors voilà pour le statut de notaire individuel. On l'a vu aussi, certains se sont d'ores et déjà horodatés en tant qu'associés. Donc pour eux, qu'en est-il ? Eux, ils ont déjà gagné une étape. Ils ont gagné une étape parce qu'ils n'ont plus à transférer l'office au profit d'une société. Eux, ils sont déjà prêts à vivre de nouvelles aventures. Alors maintenant, si on se projette un petit peu sur la partie demain, sur la partie évolution, on l'a évoqué, soit vous avez la possibilité de rester en l'état, parce que vous considérez que votre statut vous convient très bien. L'autre hypothèse, c'est, je l'ai dit, de créer une société, soit pour s'associer avec soi-même, soit pour s'associer avec un confrère. Annie, est-ce que vous pouvez nous aider, nous aiguiller sur le type de structure, quel type de structure on peut choisir et surtout la manière dont on va transférer ce droit de présentation qu'on a créé pour le mettre dans une structure sociétale? La meilleure structure, ce sera la vôtre, celle que vous aurez choisie. Ce ne sera pas celle d'un autre confrère, c'est celle qui vous conviendra. Aujourd'hui, on dispose d'une large gamme d'outils, d'associations. C'est vrai, le dispositif législatif là-dessus nous a bien enrichis. On a les sociétés d'exercice libéral, ça on les connaît bien. On a depuis 2015 les sociétés qui relèvent du code de commerce. Et puis on sait qu'on va pouvoir exercer seul, en schizophrénie totale ou à plusieurs. Parmi ces catégories, on sait qu'on utilise souvent deux types de sociétés prépondérantes. La SARL, qui pour ma part est la structure qui va être le plus respectueuse du caractère libéral de la profession. Et puis on a les sociétés par action simplifiées, aux arcanes de gouvernance très complexes, et qui est cependant un outil utile pour des situations très particulières. Donc on ne les écarte surtout pas. À côté, on en parle moins parce que on est plus dans la stratégie ici, dans la stratégie de participation, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par action. Et puis on a notre SCP. La SCP est un excellent contrat d'exercice en commun. La seule chose, c'est qu'à un moment donné, pour votre développement, mais il va y avoir une limite qui est liée aux conditions de participation au capital. Une fois qu'on a choisi, ou qu'on vous a aidé à choisir, on va dire, le statut social le mieux adapté à votre situation, on va intégrer un office. Cet office, on va l'intégrer soit par voie de cession, soit par voie d'apport. Ce sont deux manières différentes de transférer la propriété du bien et on doit préalablement avoir une étude sur ce point, de manière à vérifier que les avantages et les inconvénients qui vous concernent sont tels que vous allez pouvoir opter facilement. Quand on est jeune créateur, la valeur économique du droit de présentation est difficile à apporter. Donc on va essayer effectivement de l'évaluer. Mais il y a certains éléments qui sont, on va dire, indispensables au calcul de la valeur de cession ou de la valeur d'apport. Ça va être notamment le prêt d'installation dont on est obligé de tenir compte. Ça va être aussi la nature de la plus-value, selon que vous exerciez depuis plus de 2 ans, moins de 2 ans. Cela va forcément avoir une incidence sur votre installation. Et puis on a un troisième point
qui est le traitement du dossier par la chancellerie. Parce que le jour où vous valorisez votre office et le jour où vous prêtez serment peuvent être éloignés de 5, 6, ça c'est si on est optimiste, 8, 10, 12, 14 mois. En conséquence, pour maintenir cette valorisation, il va falloir s'assurer qu'on ait de la trésorerie, et ça, c'est pas toujours évident. Ça peut faire peur. Une fois qu'on a choisi son statut, une fois qu'on sait comment on va amener l'office au sein de cette société, je rejoins le discours de Jérôme sur l'exercice en commun. On sait, pour ceux qui connaissent le fonctionnement des SCP, dans les SCP, on ne s'était pas forcément choisi et parfois il y a des problèmes, il y a des dysfonctionnements, il y a des blocages. Et là, ce serait un peu dommage de reproduire ces blocages alors que vous êtes au début de tout. Le but, le plus souvent, c'est de mettre les gens autour d'une table et de dire, voilà, on va définir les règles du jeu maintenant. Vous dites ce que vous voulez maintenant, dans quel sens, dans quelle direction vous souhaitez porter votre regard maintenant. Et on va faire un règlement intérieur. Et on va faire un pacte d'associés. Ça, c'est très important. J'allais dire que c'est essentiel si vous voulez partir sur de bonnes bases. Une fois qu'on s'est expliqué, chacun sait ce qu'il veut. Et puis, bien sûr, on définit des statuts du sur-mesure, à votre image. Dernière piste en matière d'évolution, après l'association, le rapprochement avec un office existant. Alors Annie, qu'est-ce qui fait que je vais vouloir me rapprocher d'un confrère? Et au passage, on est un petit peu pris par le temps, quels sont les différents schémas possibles dans le cadre d'un rapprochement entre offices? Alors là, on revient un petit peu à la stratégie dont parlait Nicolas tout à l'heure. Pourquoi je veux me rapprocher d'un confrère? Parce que je ne veux plus travailler seul. Parce que je veux étoffer les compétences de l'office. Parce que je veux booster l'industrie. Je veux augmenter mon chiffre d'affaires. Parce que je veux faire un maillage géographique. Je veux asseoir ma position. Je veux créer des réseaux professionnels. Je veux éliminer la concurrence. Ça peut être ça aussi, l'étouffer dans l'œuf. Dans les faits, comment vais-je m'y prendre? Bien, je vais soit apporter ou céder mon droit de présentation à une société à créer ou une société existante. Là, je vais rentrer dans le capital de la société et la société va devenir multi-office. Là, je vous rappelle simplement la règle, un notaire nommé par office. Donc, avant, ça veut dire qu'on a bien réfléchi à notre projet. C'est important, ça. Vous ne pouvez pas vous remplacer, c'est pas une annexe. Soit je décide de rentrer dans le capital de la société avec un apport en nature, auquel cas je vais soit rentrer directement, soit par le biais d'une SPFPL qui me servira d'un levier fiscal et financier. Quand on est deux sociétés distinctes et qu'on aimerait bien un petit rapprochement, eh bien ce rapprochement peut se faire par une prise de participation d'une société vers une autre, ou des participations croisées. Mais ça, on n'aime pas bien en général. On n'aime pas bien, pourquoi? Parce qu'on n'est plus chez soi. Et on se retrouve avec des associés qui n'exercent pas dans la structure, donc qui n'ont peut-être pas les mêmes intérêts que vous. Autre solution, c'est d'avoir une prise de participation plus ou moins importante dans une SPFPL. SPFPL qui va servir, on va dire, à générer la synergie de communication, à valider la stratégie commune. Donc c'est une sorte de fiançailles et le mariage sera l'intégration totale quelque temps après si tout va bien. Alors simplement et juste pour finir, et là c'est très important ce que je vais vous dire parce que tous ces montages c'est bien joli, mais préalablement, il faut s'assurer au niveau comptable que vous ayez un business plan. Ce business plan, il doit faire ressortir une capacité d'autofinancement qui soit capable de rembourser un emprunt. Il doit être capable de définir des dividendes qui sont susceptibles de remonter à la holding qui a pris le prêt. Si vous n'avez pas fait ça préalablement, on ne pourra pas faire un montage solide. Merci Annie pour ce tour d'horizon complet. Donc vous l'avez compris, le choix en matière de structure d'exercice et d'évolution est non pas complexe, mais les choix sont multiples. Du statut de notaire individuel à celui d'associé au sein d'une structure multi-office, je dirais que l'éventail est très très large. Et seul un diagnostic personnalisé vous permettra de faire le bon choix. Je vous en supplie, ne faites pas
ce que votre voisin ou votre confrère a fait. Parce que votre situation est forcément, inévitablement différente que la sienne. Donc votre structure, c'est un choix, c'est votre choix d'exercice, pas celui du voisin. Merci à vous. Merci. Bon, je sais où je vais, moi, pour le cocktail tout à l'heure. Je vais aller poser quelques questions à Annie parce que je suis pas sûr d'avoir tout compris. Mais bon, avec plaisir. D'accord, bon, très bien. Ça me rappelle quand nous, on avait créé notre société, effectivement, le choix des statuts, on était 2 associés. C'est vrai que c'est des vraies questions et qui ont des conséquences. La société a plus de 10 ans aujourd'hui et qui ont des conséquences aujourd'hui pour appuyer le développement. Donc, on a choisi notre structure. Maintenant, il nous faut des ressources pour développer. J'ai entendu développer son industrie, développer son chiffre d'affaires, aller chercher des clients. Ah oui, donc j'ai choisi cette photo donc pour vous lancer sur optimiser ces ressources. La photo a été prise, on est à peu près à 7700 mètres d'altitude. Vous pouvez constater que j'ai une GoPro de travers sur la tête, donc ça suffit pas de choisir les bonnes ressources, encore faut-il savoir les utiliser. Elle m'a servi à rien cette GoPro, c'est bien dommage. Par contre le masque à oxygène qui est dessous, oui, il m'a servi à quelque chose. Je pense que c'est ce qui fait que je suis encore là aujourd'hui, puisque au-dessus de 8000, on peut pas vivre très longtemps en fait. Il n'y a pas assez d'oxygène pour alimenter donc tous les organes. Donc même si là, voilà, on n'est pas encore à 8000 ici, mais si on était à 8000, même si on fait pas d'efforts, en fait, on finit par dépérir. Nous, on apporte en fait une attention très très particulière sur 2 types de ressources, et vous, c'est sûrement pareil, le matériel et ensuite l'équipe. Le matériel, en fait, malheureusement, on n'a pas un Décathlon à proximité, ou un vieux campeur pour ceux qui connaissent cette marque ou qui que ce soit. Donc il faut absolument réfléchir à tout le matériel dont j'aurai besoin au camp de base, au camp d'altitude, qu'est-ce que je mets dans mon sac, etc. Sachant que je peux pas raisonner trop sur le au cas où, puisque le au cas où, ça compte des kilos en plus à porter, donc il faut vraiment arbitrer tout le choix du matériel. Et à nouveau, ce matériel, il est choisi par rapport à l'objectif ou l'environnement dans lequel vous êtes. Vous pouvez remarquer que là, on a une combinaison qui est en duvet, qui permet d'aller dans des moins 40 et des moins 50, et avec un matériel ici qui fait même pas 2 kilos, donc vous avez une liberté des mouvements, vous avez presque l'impression d'être en survêt en fait, avec un truc comme ça. Donc voilà, on attache vraiment cette importance au choix du matériel qui est vraiment au service de l'action par rapport à un milieu qu'on rencontre. Le deuxième élément, c'est les ressources humaines. Alors là, bon, il n'y a que cette photo, on dirait que je suis tout seul, je fais même un selfie, donc vous voyez, l'autonomie absolue, ça c'est fabuleux. Là, en fait, sur un projet comme l'Everest, on a 2 types d'équipes. Il y a l'équipe des alpinistes, nous, mais il y a aussi les Sherpas. Autant vous dire que si je fais le malin aujourd'hui, c'est qu'on avait une équipe de Sherpas avec nous. J'ai pas le niveau suffisant pour attaquer ça en solo, en méthode dite alpine, etc. Et donc là, il faut, pour nous, être très très vigilants sur la capacité et le recrutement de ces Sherpas. On les a choisis avec expérience. Voilà, je vous donne juste un point. Leur chef, ça s'appelle un Sirdar, il avait fait 11 fois l'Everest. Donc il connaissait à peu près le parcours, il savait nous dire, bon, après ce rocher, il y a un faux plat, puis après ça remonte, etc. Donc en termes de visualisation, c'était fabuleux. Et puis celui qui l'avait fait le moins de fois, l'avait fait 4 fois. Donc nous, on a plutôt, dans le recrutement des Sherpas, misé sur l'expérience, la connaissance qu'ils avaient du milieu, que nous, on n'avait pas, plutôt que de choisir un bon guide français qui n'a jamais été sur l'Everest et qui nous aurait servi pas à grand-chose, puisque lui-même ne connaît pas les paramètres de la situation. Et le deuxième point sur optimiser les ressources, on a pu mettre en place ce qui marche en fait dans le sport de haut niveau, qui s'appelle la stratégie des points forts. C'est-à-dire que là, globalement, on a cherché à identifier les uns les autres quels étaient nos points forts individuels, au service bien sûr de notre réussite individuelle, mais du collectif en fait, de façon à effectivement faire ce maillage. Et la réflexion qu'on a vraiment portée, c'est voilà, on évoque ces points forts, on les a expérimentés sur les projets précédents, et ensuite on les met au service du collectif, puisque c'est aussi la force du collectif, et c'est pas bien sûr que chacun met son pied devant l'autre, et c'est pas le collègue qui met le pied devant l'autre à votre place, mais il y a une envie, une motivation, un engagement, et on est porté par l'équipe. Et ce qui a fait que ça a marché, c'est que on n'est pas la somme d'individus qui est juste centrée effectivement sur son propre projet, mais on a réussi à créer cette équipe en mettant en place cette stratégie des points forts. Alors voilà, c'est pour ouvrir le sujet sur les ressources. Nous, on a identifié ici 2 ressources sur lesquelles vous pouvez vous poser des questions. C'est le local, on l'a entendu dans le baromètre, et puis aussi vos ressources humaines. Donc pour lancer le sujet, je vais appeler Maître Violaine Goudal, qui est notaire
Ah, je vais pas y arriver, hein. On a répété pourtant. Hein. C'est Maine Rock. Voilà, c'est ça. C'est en France et c'est en Ille-et-Vilaine. Hein, c'est ça. Donc vous pouvez l'applaudir, Violaine Goudal, qui va nous donner son retour d'expérience. Et donc pour ce thème-là, elle est accompagnée de Nicolas. Je vous en prie. Bien. Alors oui, nous avons déjà évoqué au cours du baromètre l'aspect local. Local, fondamental, essentiel. On a parlé de nos 90 mètres carrés. On a parlé également de pouvoir démarrer dans des locaux assez spacieux, accueillants, en fait. Et c'est un sujet que j'évoque souvent avec les créateurs quand je les ai au téléphone. Et je dis souvent, c'est d'ailleurs le cas, fréquemment, je leur dis souvent, pensez à la décoration, pensez à accueillir, mettez-vous dans la situation du client qui arrive et qui a envie d'être accueilli dans quelque chose de convivial, d'agréable, quelque chose de moderne ou d'ancien qui corresponde à la vision que chacun peut avoir, peu importe, mais qui donne une image de l'étude dans laquelle ils sont présents. Cette surface de 90 mètres carrés permet également, je l'ai dit tout à l'heure, de faire passer l'étude de l'enfance à l'adolescence. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire en fait que très rapidement, l'étude va être capable de progresser. L'enfance, c'est quoi ? C'est je suis dans mon local en tant que créateur, je fais tout, absolument tout, moi-même. Donc je n'ai pas besoin de beaucoup de surface. C'est moi qui fais l'accueil, c'est moi qui réponds au téléphone, c'est moi qui rédige les actes, c'est moi qui demande les pièces, c'est moi qui fais le ménage, c'est moi qui ferme les volets, c'est moi qui vide les corbeilles tous les soirs. Donc c'est cette étape que l'on essaye de franchir pour arriver vers l'adolescence. Et vers l'adolescence, on aura certainement besoin d'une surface qui corresponde à cette possibilité. Enfin, c'est... procéder à des premières embauches. On va en parler avec Violaine dans une minute. Et justement, cette surface de 90 mètres carrés va me permettre ça. Vous l'avez vu également dans le baromètre, les 3 critères essentiels sont l'accessibilité, bien évidemment, la visibilité, et puis la cohérence, encore une fois, avec la stratégie établie. Cette stratégie que l'on a élaborée avec Jean-Baptiste tout à l'heure, eh bien, les locaux vont répondre également à cette stratégie et ils doivent être en phase avec cette dimension, avec cette dynamique. Je vais m'arrêter sur les locaux et je vais me tourner plus particulièrement vers Violaine pour l'interroger sur les aspects embauche. Oui, parce que les embauches, le facteur humain est dans une entreprise le facteur essentiel. On le voit avec les collaborateurs, on le voit avec les clients et on va se pencher plus particulièrement vers ces collaborateurs. Et en plus, ça reste une action managériale extrêmement forte. Embaucher, ce n'est pas rencontrer quelqu'un un beau matin devant l'étude et dire « Bon, ben, t'as pas envie de venir travailler l'étude ?» Non, c'est pas ça. On va choisir. Mais avant de savoir quel profil on va choisir, Violaine, à quel moment on doit embaucher ? Alors, comme le disait Nicolas, le passage de l'enfance à l'adolescence pour l'étude se fait beaucoup plus rapidement que ce qu'on pourrait imaginer. Et la question de l'embauche se pose vraiment très très rapidement, je dirais quelques semaines, le premier mois après l'ouverture de l'étude, où on se rend compte qu'en fait on va être très vite dépassé par les événements et que concrètement, tout seul, ça va être très très compliqué. Donc pour l'embauche à l'étude, nous, alors je dis nous puisque maintenant je suis associée, donc on a embauché en fait 1 mois et demi à peu près après l'ouverture. L'étude a ouvert en novembre 2017 et on a commencé les recrutements courant décembre et la première personne est arrivée début janvier. Et donc le plus important par rapport à l'embauche, c'est de choisir les fonctions des collaborateurs. Et donc pour nous, clairement, ça a été d'embaucher des personnes sur les fonctions dites support, c'est-à-dire assistantes à l'accueil, pour l'accueil physique, téléphonique, un peu de formalité préalable, formalité postérieure. Et la deuxième fonction, évidemment, la comptabilité.
puisque clairement dans notre profession, par rapport à nos études, on n'est pas du tout formé à la comptabilité. Donc on n'a pas le choix. Au début, quand on est tout seul, il faut s'y mettre. Je vous conseille vivement de faire une formation de comptabilité. C'est vraiment super intéressant. Et par rapport à cette fonction de comptable, moi au départ, concrètement, la comptabilité, ça me prenait la moitié de mon temps. Donc c'est autant de temps qu'on ne peut pas passer à s'occuper des clients et à traiter les dossiers. Voilà, donc c'est vraiment super important, les fonctions techniques. Et on s'est également fixé sur des collaborateurs expérimentés pour fonder les piliers de l'étude. Clairement, quand on a procédé aux embauches, les personnes, on leur a dit, bah voilà, nous on vient de créer l'étude, si vous voulez monter dans notre bateau et poursuivre l'aventure avec nous, eh bien, il va falloir que tout le monde retrousse ses manches, on forme une équipe, et c'est important de choisir des collaborateurs expérimentés et qui vont être là pour prêter main forte pour le démarrage de l'étude. Alors, on a vu le profil, on a vu le moment, on a vu le profil. Et justement, pour les motiver, pour arriver à aller challenger ses collaborateurs, quelle rémunération ? La rémunération, comme vous le savez, pour recruter des collaborateurs en ce moment, c'est très compliqué. Donc, il va falloir mettre la main au porte-monnaie. Hein. Sauf si vous décidez d'embaucher des collaborateurs vraiment juniors, mais concrètement, pour le départ, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Comme je le disais, il faut vraiment des piliers. Nous, par rapport au niveau de rémunération, on est sur des collaborateurs qui sont rémunérés T3 et niveau C1 pour certains, et puis des T2 avec des coefficients qui sont quand même assez importants. Après, il faut savoir que même pour des collaborateurs juniors qui sont encore aux études et qu'on va embaucher en alternance, il faut savoir qu'on a un coût de formation qui est à la charge de l'étude. Là, on a une collaboratrice qui va arriver au mois de septembre en licence pro métier du notariat en alternance. On doit mettre sur la table déjà 1 500 € pour lui payer une partie de sa formation avant même qu'elle ait commencé à travailler et à produire son premier acte. Alors, on le voit, finalement, le recrutement est un axe managérial fort, je le disais tout à l'heure, et c'est le choix de ces collaborateurs, on le voit avec le discours de Violaine, est extrêmement important. C'est-à-dire que, bien souvent, on a tendance, dans la profession, à négliger un petit peu. Le seul objectif, c'est de trouver quelqu'un à tout prix. Et Violaine le dit très bien, je crois que ce qui est important, c'est au contraire de trouver quelqu'un qui réponde aux attentes de l'entreprise, oui, qui réponde aux objectifs. Ça, c'est sûr, c'est qu'il faut vraiment avoir des personnes qui aient envie de faire le projet avec vous. Concrètement, on est le notaire, le chef d'entreprise, le fil conducteur, mais il faut avoir toute l'équipe derrière. Concrètement, sans les collaborateurs, on est rien, hein, on est tout seul. Donc c'est vraiment important d'avoir cet esprit d'équipe et d'entraîner en fait vos collaborateurs en les motivant, donc de différentes manières, et que les gens soient vraiment contents de venir bosser avec vous le matin et qu'ils se disent on a un super challenge, c'est une étude qui démarre et nous aussi on va faire partie de cette aventure, et c'est aussi c'est vraiment super pour les collaborateurs, quoi. En tout cas nous ça se passe très bien. N'oubliez pas, il n'y a pas, comme vous le dites très bien Violaine, il n'y a pas qu'une manière de faire vibrer des collaborateurs. Il y a la rémunération, bien sûr, mais il y a aussi tout un tas de vecteurs sur lesquels on va pouvoir jouer et qui répondront à certains d'entre eux plus qu'à d'autres. Et c'est ça qu'il faut arriver à déterminer lorsqu'on est patron, lorsqu'on est chef d'entreprise, arriver à déterminer quels sont les vecteurs qui vont faire vibrer tel ou tel collaborateur pour arriver justement à jouer sur ces critères et à les faire adhérer à votre projet, à votre stratégie. Alors finalement, des embauches, ok, au service de quels objectifs finalement pour l'entreprise, si on peut résumer un petit peu? Les objectifs, c'est de travailler et de grandir ensemble, voilà, pour arriver à une étude comme ce qu'on connaît chez les confrères qui sont déjà installés, qui ne sont pas passés par la phase création, c'est-à-dire une étude rodée.
Quand les clients arrivent, ils sentent que déjà tout est en place, le staff est là, il y a quelqu'un qui est sympathique, qui vous accueille, vous êtes bien installé dans la salle d'attente, tout est là, il y a des magazines, les collaborateurs sont souriants, le notaire prend ses rendez-vous à l'heure, et aussi miser sur la technologie, par exemple de mettre le Wi-Fi à disposition dans la salle d'attente des clients, c'est des choses que les clients apprécient. Bien sûr, l'acte électronique, voilà. Bon, moi, je suis dans une zone rurale. J'ai des confrères qui n'utilisent pas l'acte électronique. Et c'est vrai que quand les clients arrivent à l'étude, ils me disent « Ah, mais c'est super moderne. Ah, il y a la télé, puis l'écran, il est super grand. Voilà. Enfin, c'est vraiment des... Nous, ça nous paraît pas grand-chose, mais pour les clients, finalement, c'est beaucoup. Très bien. Merci beaucoup. On peut applaudir Violaine pour... Merci. Merci. Du coup, vous avez fait la transition sur le thème suivant qu'on vous propose là, voilà, d'aborder, qui est la question de la relation client et puis aussi de la productivité. Donc c'est finalement la conclusion de votre intervention. Pour vous illustrer et puis voilà, pour lancer le sujet, j'ai envie de vous parler de mon ange gardien. Je suis en rouge, il est en bleu. Il s'appelle Aung Sona Sherpa. Ils s'appellent tous de toute façon quelque chose Sherpa à la fin. Et c'est effectivement Aung Sona qui m'a permis d'arriver au sommet de l'Everest. Pour vous dire, on a une relation marchande. C'est moi le client, c'est moi qui paye. Et s'il m'amène au sommet, il a une prime. Pour être très très concret, c'est $4 000 pour nous accompagner et $1 000 de prime de sommet. Avec l'inflation, c'est passé à $7 000. Là, si vous partez ce soir, c'est un peu plus cher. Mais voilà, donc il y a une vraie relation contractuelle avec votre Sherpa. Et ils ont une culture, je sais pas, pour ceux qui ont pu aller au Népal, ils sont toujours accueillants, souriants, etc. Ce que j'ai juste envie de vous dire, c'est que ça, c'est quand ils vous accueillent dans les lodges au Népal, ils sont comme ça. Et quand on est sur la montagne, ils sont comme ça aussi. Sachant qu'ils font 2, 3 ou 4 fois plus d'efforts que nous, puisqu'ils nous aident pour porter le matériel dans les différents camps. Une tente, c'est 7 kilos à porter. Les tentes que vous avez vues tout à l'heure, là, qui résistaient au vent. Une bouteille d'oxygène, c'est 4 kilos. On en avait 7 à 2. Donc ça fait un petit peu de matériel à porter. Donc il fait un peu plus d'efforts que vous. Et puis, en fait, il est toujours dans la relation client à s'attacher à votre bien-être. Là, en fait, il prend soin de moi parce que j'ai eu une petite gelure en fait à l'orteil et j'avais du mal à redescendre. Donc là, on est sur la redescente et il est avec moi. Sur la relation client aussi, j'ai envie de vous parler de leur engagement. On a eu un sujet à traiter et ils sont très sensibles à leur réputation, dans la logique de fidéliser leurs clients. Ils traitent avec des agences du monde entier. Et finalement, quand vous les choisissez sur la réputation, c'est-à-dire combien de fois ils sont montés et qu'est-ce qui s'est passé. On a eu un sujet, en fait, on était 7 et au final, on a eu que 6 Sherpas parce que à 5200 mètres, c'est-à-dire au camp de base, on a un Sherpa qui était en train de faire un œdème pulmonaire. Ça veut dire que quand il vous parle, il fait des bulles. Plop, 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 plop. Donc c'est très vite pour faire le diagnostic. Vous savez que c'est un œdème pulmonaire. Seulement, il ne voulait pas redescendre. Il ne voulait pas redescendre et au départ, on se posait la question de dire l'enjeu, c'était peut-être que l'argent. Donc on l'a sécurisé, on lui a dit non, mais c'est bon, enfin, vous aurez, de toute façon, l'argent, on l'a décidé, vous aurez l'argent, vous avez même la prime de sommet, même si on n'a pas été au sommet, vous avez tout ce que vous voulez. Donc, par contre, vous redescendez à Katmandou. Non non. En fait, on n'a pas compris pourquoi, en fait. Et on a dû faire intervenir un médecin qui l'a regardé droit dans les yeux, qui lui a dit « T'as des enfants ? Ouais. Tu veux les revoir ? Ouais. Alors tu redescends. » Et là, il est redescendu, sachant qu'il voulait remonter. Katmandou, hop, remonter. Katmandou, c'est à 800 mètres, vous remontez à 5002. Quand les alvéoles pulmonaires sont abîmés, c'est fini, la saison est terminée. Et en fait, son vrai souci, c'est sa réputation. C'est-à-dire que sur cette saison-là, ils ont 2 saisons par an potentielles, donc mai et puis octobre. Il repart avec un échec et surtout une fragilité physique, ce qui fait que la saison d'après, il est plus Sherpa. Il est porteur. Ça veut dire qu'il porte le matériel des expéditions comme nous et il s'arrête au camp de base, 5002 ou 6004 si c'est le camp de base avancé. Il a perdu son titre.
Donc voilà, qui est attaché à sa réputation. Voilà, donc c'est pour vous faire réfléchir à ça dans la logique de fidéliser les clients, etc., du niveau d'engagement. Donc voilà. Et oui, puis il y a un autre truc à vous dire aussi, l'effort de compréhension qu'ils ont vis-à-vis de leurs clients. Nous, on est occidentaux. La conquête de l'Everest, voilà, c'est Superman, c'est machin. Donc le premier réflexe qu'on a quand on arrive au sommet, c'est le selfie. Vous avez vu la photo, on est beau, on est fort, on est arrivé. Bon, il faut redescendre, ok, mais là, ouais, on est beau, super. Eux, ils comprennent pas pourquoi on fait ça. Puisque l'Everest, pour eux, c'est une déesse qui leur laisse la permission ou pas de monter. Et le premier réflexe qu'ils ont, c'est que quand ils arrivent au sommet, il y a un hôtel, ils prient. C'est incroyable le décalage. On est toujours là, et puis après on se rend compte, ils sont dans la photo derrière. Ah merde, ils sont en train de prier. Donc c'est juste pour vous montrer aussi la capacité qu'ils ont à rentrer en empathie par rapport aux objectifs de leurs clients et de les accompagner alors que ce n'est pas du tout leur vision mentale par rapport à ce projet. Alors pour nous parler de la relation client et de la productivité, ils sont trois. Je vais essayer de ne pas me tromper. On va avoir 2 retours d'expérience. Donc je vais appeler Maître Delphine de Lersnieder, notaire à Beauvais. C'est ça, je l'ai bien dit, de Lersnieder. Donc vous pouvez l'accueillir et l'applaudir. Elle sera accompagnée de Maître Sébastien Pfister, qui est notaire à Châtenois-les-Forges, c'est près de Belfort. Et pour nous animer tout ça, Michael Partouche, qui est responsable marketing de Fiducial Informatique. Merci Jérôme. Bonjour à tous. Alors c'est vrai que l'exemple de relation client que tu as pris est intéressant. Après, on n'a pas tous la chance d'aller au Népal et de faire l'Everest. Je ne sais pas si dans la salle, il y en a quelques-uns. Et on peut prendre d'autres exemples de relations clients qu'on vit tous au quotidien. Je pense par exemple au commerce en ligne. Si j'achète sur Amazon n'importe quoi, une télécommande à 15 €, je sais exactement à quel moment est ma télécommande et l'heure et le jour auquel je vais être livré. Si par contre j'achète un appartement boulevard du Montparnasse, un studio à 800 000 € chez mon notaire, j'ai aucune idée de l'avancement du dossier chez mon notaire. Et c'est en ça qu'on voit que la relation client dans le notariat est une thématique importante et un enjeu clé et aussi un facteur de différenciation pour les notaires. Et je vais me tourner vers Sébastien pour te poser la question. Qu'as-tu mis en place toi dans ton étude en termes de relation client ? Merci Michael. En effet, quand je suis arrivé dans la profession, j'étais terriblement surpris par le nombre de clients qui appelaient simplement pour savoir où en était leur dossier. On était dans un échec, c'est-à-dire qu'ils étaient anxieux. Ils ne savaient pas où on était. On n'avait pas donné l'information. Une perte de temps énorme. Aujourd'hui, je pense que la relation avec notre client est plus que fondamentale parce que c'est nos clients qui vont nous défendre par rapport aux différentes attaques des politiques et des autres professions. Et à l'époque, on m'a raconté un confrère qui a été créateur dans les années 70 et qui a mis en place un système de, dès qu'une formalité préalable rentrait, il envoyait un courrier à son client pour l'informer. Et cette transparence a permis que rapidement, il ait développé une clientèle qui aujourd'hui encore lui est vraiment fidèle et démontré qu'il était un très bon juriste, aussi bon que son confrère pourtant installé depuis longue date. Et ce surcroît de communication aujourd'hui est compliqué à mettre en place. On a beaucoup de tâches à accomplir. Les collaborateurs sont noyés plus ou moins sous le travail. Pardon pour le micro. Je vais le mettre correctement. Et le e-commerce, c'est un peu ça en fait. Aujourd'hui, vous achetez quelque chose, vous avez des communications à outrance parce que vous ne possédez pas l'objet encore. Et le marchand doit vous justifier, doit vous prouver que pourtant c'est bien traité, c'est en cours. Il n'y a pas de souci, ça va venir. Le notaire, pourquoi il ne fait pas la même chose en fait ? Et on avait à l'étude une fiche de suivi des formalités. Alors certains confrères ont ça sur leur pochette dossier. Elle était papier. Quand le client appelait, on ouvrait le dossier, on regardait, on pouvait lui répondre. Et bien en fait, signature relation client que Fiducial m'a proposée est la version numérique de cette fiche de formalité. Je choisis les formalités que je veux pour tel dossier et je coche simplement quand une formalité rentre. Et c'est l'outil, la machine qui va se charger d'écrire au client. En fait, j'arrive à la même conclusion que le confrère dans les années 70. Il y a une communication accrue. Les clients sont vraiment ravis d'avoir cette information, puisqu'en temps réel, ils peuvent consulter le suivi de leur dossier. Et le retour a été immédiat.
le nombre d'appels a chuté. Pour être tout à fait franc, je ne pourrais pas le qualifier, mais j'en suis au moins à 20%, ça c'est sûr. Les clients anxieux, les clients qui appellent anxieux ne sont pas forcément les meilleurs clients parce qu'ils ne sont pas très faciles au téléphone. On n'en a quasiment plus. Et je pense qu'aujourd'hui, la profession en a pris conscience de toute façon, puisqu'elle a décidé de replacer le client au centre de la relation. On a des chiffres, en 10 ans, on est passé de 89% d'images favorables à 70%. Et si 84% des clients sont contents de leur notaire, plus de la moitié a eu une source d'irritation durant le traitement de son dossier. Non-rappel, retard, erreur. Aujourd'hui, la communication par l'outil, la machine, on parlait de numérique, qui nous aide à communiquer plus au client, nous permet, d'afficher une certaine transparence. Le client comprend pourquoi on a un certain délai entre la promesse de vente et la réitération authentique. Sur un site marchand, le e-commerce, on comprend bien pourquoi on n'a pas l'objet tout de suite. Et ben, chez le notaire, on ne comprend pas toujours pourquoi, une fois que j'ai mon financement, pourquoi je ne peux pas acheter tout de suite. Bon. La communication va vous permettre, c'est ce que j'ai constaté en fait, le client n'appelait pas parce qu'il savait où il en était, il le relançait lui-même, alors ça c'était un gain de temps non prévu mais réel, c'est lui qui relance et il me fait gagner du temps. Et les rendez-vous de signature étaient beaucoup plus détendus parce que le client qui a pu suivre, qui a pu consulter les documents en temps réel et en fait il est détendu, il a déjà vu l'essentiel des pièces, le rendez-vous de signature il se passe beaucoup mieux, beaucoup plus simplement. Un autre problématique, c'était quand on veut donner de l'information aujourd'hui, la taille des documents commence à être problématique. Et les pièces jointes font plus de 8 mégaoctets et Réal aujourd'hui est un peu bloqué sur une taille tout petite. Et on n'est pas des informaticiens. Pareil, comment communiquer, comment transmettre ces informations, et Fiducial m'a proposé une solution, effectivement, signature relation client à nouveau, qui m'a permis, par un simple glisser-déposer, de partager ces documents avec l'ensemble des clients d'un dossier. On a aussi une relation client-notaire qui permet de mettre des pièces à disposition. Voilà. Je reprendrai l'image d'un confrère qui me disait que lui, il n'envoyait surtout pas de projet d'acte avant rendez-vous parce qu'il ne voulait pas qu'on pose de questions. Je pense que ce temps, il est un peu fini et que les clients attendent de la communication. Peut-être la communication à outrance, on l'aime ou on l'aime pas, mais ils ont envie d'avoir de l'information. Ils n'ont peut-être pas la compétence pour la comprendre, et c'est à nous de l'amener, cette compétence, mais ils ont besoin de l'information. On a un confrère dans le Sud, Maître Fontaine, qui nous a dit une anecdote. C'était un de ses clients, visiblement un client important. Elle est super, votre Claire, Aurélia. Elle m'envoie un mail chaque soir pour me dire où en sont mes dossiers. En fait, Aurélia, elle ne fait pas plus de boulot qu'avant. Elle suit ses formalités traditionnellement, mais visiblement, elle utilise signature relation client et c'est la machine qui notifie au client. Ce client lui a rapatrié visiblement tous ses dossiers. J'ai aussi des agences qui m'ont rapatrié, qui viennent que chez moi, parce que chez moi, elles ont l'état d'avancement du dossier en temps réel. Elles-mêmes peuvent appeler leurs clients, nos clients. Mais bon. Bon. Aujourd'hui, je pensais que le numérique, pour rejoindre, s'adresserait qu'à 5 ou 5-10% de nos clients. En fait, 55%, je chiffre à peu près, 55% des clients ont eu accès à l'outil, directement ou indirectement, par le biais de l'agence, par le biais des mails, qui sont notifiés chaque soir. Et c'est un gain de temps incroyable par rapport à la relation qu'on avait avant, où on restait cloisonné dans l'étude, où on ne donnait pas d'informations, et le client devait venir à la pêche. On a complètement inversé le système, et visiblement, les clients reviennent. C'est toujours l'anecdote du confrère qui n'envoyait surtout pas le projet d'acte et qui n'envoyait presque pas la copie, parce que comme ça, quand il allait revendre, le client devrait revenir chez lui pour chercher sa copie. Aujourd'hui, avec le système mis en place par Fiducial, le client il a accès à sa copie dans son espace perso, et visiblement, il revient toujours. Il s'est souvenu qu'il avait de l'accès au suivi, c'était en toute transparence, et il était content. Il a sa copie à disposition, il pourrait très bien aller chez votre confrère. Non, il revient quand même. C'est que visiblement, c'est ce qu'il attend de nous. Et je vous encourage sérieusement à ne pas vous... Pardon, une autre image me vient en tête. C'est la collaboratrice qui ne veut pas rappeler, elle n'aime pas le téléphone. Ouais. Sauf que le client, quand il est bouillant et que c'est vous qui le récupérez, ça éclate. Alors que si on l'avait appelé tout de suite, quand il était juste énervé, on déminait, on expliquait pourquoi. Voilà, je ne sais pas si vous avez tous rencontré cette situation un jour, enfin, c'est arrivé quelques fois, et c'est celle que j'ai cherché à éviter en donnant de l'information.
Il y a encore quelques clients qui n'ont pas accès au numérique ou qui n'ont pas l'information, mais ça a nettement diminué. Ouais, le sentiment est que les clients sont beaucoup plus contents aujourd'hui d'avoir ces informations à disposition plutôt que ce ne l'était avant, où ils devaient chercher, où ils étaient anxieux, ils ne comprenaient pas. Voilà. Je pense que donc cette communication, peut-être pas à outrance, mais bon, c'est notre civilisation aujourd'hui, et nous y conduit. Elle est nécessaire et les outils aujourd'hui mis en place sont la compensation de l'accroissement des formalités. On ne peut plus le faire à la main aujourd'hui, on ne peut plus pointer chaque dossier chaque jour. Voilà, c'est le numérique aujourd'hui qui va nous aider à donner de l'information. Voilà, chez moi ça a pas mal marché, donc je ne vous cache pas que je suis un fervent partisan. Merci Sébastien pour ton expérience sur la relation client. Ce qui est intéressant dans ce que tu as dit, c'est que les clients viennent et les clients reviennent. Et donc c'est aussi un vecteur pour avoir de plus en plus de clients, donc de plus en plus de dossiers. Donc maintenant, on va arriver à une thématique clé qui va être la productivité de mon étude. Sur la productivité, c'est là où justement tu parlais de numérique, où les solutions numériques sont de plus en plus importantes et pour faire gagner en productivité l'ensemble de l'étude. Mais pour y arriver, il a fallu se recentrer sur les besoins de l'étude notariale, c'est-à-dire du notaire, du clerc, des collaborateurs, donc des formalistes et du comptable, comprendre ses besoins et comprendre l'évolution de ces besoins pour apporter les solutions adéquates, les solutions du futur. Et c'est dans cet état d'esprit qu'a été développée notre solution Signature. Signature s'appuie sur 3 piliers fondamentaux. Le premier pilier de Signature, c'est 100% web. Alors qu'est-ce qu'on entend par 100% web ? Eh bien, vous le voyez à l'écran, c'est plus de serveurs, plus de câbles, plus d'infrastructures. Une connexion Internet suffit et donc 0 contrainte à l'étude. C'est beaucoup plus simple. C'est aussi de la sécurité, puisque mes données sont hébergées dans les data centers de la profession. Je n'ai plus à me soucier de leur sauvegarde, etc. Je suis 100% sécure. La mobilité, parce que justement, une connexion Internet me suffit, donc je vais pouvoir travailler partout. C'est-à-dire, en tant que notaire dans le train, j'ai une connexion Internet, je peux travailler. J'ai un collaborateur qui est coincé à cause de la neige, il peut travailler de chez lui. S'il a un ordinateur et une connexion Internet, il peut accéder de la même manière que s'il était à l'étude, à Signature. Et ça, c'est un réel avantage. Et enfin, la souplesse, parce que le 100% web permet la notion d'abonnement, c'est-à-dire que je vais pouvoir avoir un abonnement mensuel, et donc ça va me permettre d'être souple par rapport à l'évolution de mon étude. J'ai un collaborateur ou un stagiaire qui arrive pendant une durée de 3 mois, je prends un abonnement de 3 mois uniquement. Et ça, c'est acté dans le 100% web. Le deuxième pilier, c'est la rédaction d'actes, qui est révolutionnaire. Pourquoi révolutionnaire ? Parce que oubliez le clic où j'ai 40 questions pour aboutir à mon acte. Ici, j'arrive sur un acte qui est directement rédigé dans Word à partir des informations qui ont été recueillies de la fiche client et de la fiche immeuble. Et ça me permet d'être beaucoup plus rapide dans la rédaction. Je vais accéder directement aux clauses qui m'intéressent et qui me concernent et que je vais modifier. Et donc en modifiant une clause, je vais modifier par exemple le mobilier, il s'avère que j'ai des meubles, automatiquement l'intégralité de l'acte se met à jour en temps réel et ça me permet d'être beaucoup plus souple dans ma rédaction. Et enfin, le fait d'avoir l'acte qui est mis à jour de manière permanente signifie que je garde une cohérence juridique permanente sur mon acte et donc c'est beaucoup plus sécurisant. Je vais citer aussi un de vos confrères, maître Christophe Raymond, qui dit, je le paraphrase, hein, mais votre rédaction d'acte, c'est une tuerie. Voilà. Et le troisième pilier, ce que je vous ai parlé de 100% web, de rédaction d'acte, c'est l'ouverture. Alors qu'est-ce qu'on entend par ouverture ? Parce que jusqu'ici, quand on développait un logiciel, comme vous le voyez ici, on développait pour les besoins d'études, on échangeait avec les instances et on développait les liens avec la profession. Mais en réalité, votre écosystème est beaucoup plus large. Parce qu'en effet, vous échangez avec des partenaires, des généalogistes, des diagnostiqueurs immobiliers, des éditeurs juridiques, qui sont d'ailleurs présents dans cette salle. Vous échangez bien sûr entre confrères et vous échangez, on l'a vu juste avant, avec vos clients. Avec des notions justement comme des plateformes de relations clients, la prise de rendez-vous en ligne ou les envois sécurisés comme les lettres recommandées électroniques. Et pour répondre à l'ensemble de ces besoins, à l'ensemble de l'écosystème notarial, on ne pouvait pas le faire avec uniquement une solution. Donc on a fait le choix de s'ouvrir et de créer une plateforme qui s'appelle Notarial l'écosystème, qui est une plateforme d'outils et de partenaires qui sont directement connectés à votre logiciel de rédaction d'actes, et ce de manière personnalisée. La notion de personnaliser est importante puisque vous avez tous des besoins qui vous sont propres, et justement l'écosystème le permet.
C'est un peu l'exemple de l'iPhone. Si on prend l'iPhone, on peut dire que tout le monde a le même téléphone. Mais en réalité, chacun a un téléphone différent parce qu'il a des besoins différents et il télécharge les applications qui lui sont propres. Et donc, c'est comme si Signature était en quelque sorte votre téléphone et que depuis votre logiciel de rédaction d'actes, vous accédiez à un ensemble d'outils et de partenaires qui vous permettent justement d'accéder à vos besoins, que ce soit des outils bien sûr liés à l'étude comme la comptabilité, la négociation immobilière, des outils autour de la productivité, le pilotage de mon étude ou les envois recommandés. Et au-delà, c'est-à-dire une plateforme d'échange avec mes confrères, des outils sur la relation client, on l'a vu juste à l'instant avec Sébastien, mais ça pourrait être aussi n'importe quelle autre plateforme de relation client qui existe, ou même tous les partenaires de l'écosystème notarial. Voilà, donc 3 piliers, une technologie 100% web, une rédaction d'actes révolutionnaire et un monde ouvert, connecté et personnalisable sur Signature. Et pour nous parler justement de son expérience sur Signature, je vais laisser la parole à Delphine qui utilise au quotidien. Merci Michael. Alors tout d'abord, moi je suis notaire, je suis pas informaticienne, je suis pas technicienne. Donc ce qui m'intéresse, c'est vraiment ce que va me faire gagner mon outil informatique. C'est l'outil informatique qui est à mon service, véritablement. Donc au début, le 100% web, bah oui, c'est bien, mais on se demande un peu ce que ça signifie. Et en fait, le premier avantage que j'ai vu, c'est vraiment la mobilité. C'est-à-dire que vous venez de vous installer, hein, vous avez envie de donner une bonne impression, et vous signez à l'extérieur un acte électronique. Vous venez pas avec votre petit dossier papier que vous pouvez vous faire voler en plus, hein, vous vous trimballez la minute. Eh bien, vous allez chez le client. Le client, voilà, il est épaté parce que vous venez chez lui. Et le top, quand même, c'est chez les confrères qui n'utilisent pas ou très peu l'acte électronique. Alors, vous avez un acte électronique et en plus, vous signez chez le confrère. Donc, on a des clients tout à fait conquis. Et depuis un peu plus d'1 an que j'utilise, et que j'ai créé de toute façon l'étude et que j'utilise le logiciel, je n'ai jamais eu aucun problème pour signer à l'extérieur. Au contraire, je me sens certainement plus rassurée quand je vais signer à l'extérieur, finalement, avec juste ma petite connexion 4G, mon bel écran, et voilà. Donc là-dessus, c'est vraiment un véritable avantage qu'on peut avoir pour capter notre clientèle. C'est nous qui allons vers le client, il en a besoin par la communication, mais également par un vrai geste concret de la part du notaire, que le client imagine toujours planqué derrière son bureau, il faut bien le dire. Le 100% web, ça m'a aidé également dans le recrutement. Moi, ma collaboratrice, hein, que j'appelle mon esclave, eh bien, elle est esclave à domicile. Elle est en télétravail. Et aujourd'hui, on sait bien que le télétravail a le vent en poupe. Et ma collaboratrice, elle est très heureuse de travailler chez elle. Elle a un outil informatique qui fonctionne. On s'appelle, elle m'a pas sur le dos à longueur de temps. Et on peut échanger en temps réel toutes nos informations sur l'acte. Je suis en signature. Comme vous le faites avec vos collaborateurs, vous allez lui passer un petit coup de fil. Mais moi, c'est pareil, sauf qu'elle est à 100 km. Mais c'est pas grave. Elle intervient quand même quand j'ai besoin. Il n'y a aucun problème. Le client ne se rend absolument pas compte qu'elle travaille à distance. Tous les outils sont mis à sa disposition. Et j'ajoute également que, comme moi, elle a travaillé une dizaine d'années sur un autre logiciel et que le fait d'arriver sur Signature pouvait éventuellement faire peur. Or, elle s'est très vite adaptée. Ça veut dire qu'il y a une vraie souplesse dans la prise en main du logiciel. Je dis pas qu'il suffit d'appuyer sur un clic et l'acte sort, c'est pas du tout ça. Sauf qu'elle a pu véritablement ne pas perdre de temps. Parce qu'aujourd'hui, quand on embauche quelqu'un, c'est parce qu'on n'a plus le temps. Et si on a une collaboratrice qui arrive et qui pédale sur la rédaction d'actes, c'est même pas la peine. Sauf que là, elle a véritablement, moi je l'ai mise au défi, elle est arrivée un 3 janvier, il a fallu qu'elle me fasse une promesse de vente pour 3 jours après. Nickel. Enfin, franchement, elle s'est pas sentie débordée et voilà. Donc ça, c'était vraiment un challenge à relever et j'en étais très très contente. Elle aussi d'ailleurs. Et ce qu'on a pu constater également, c'est que y a ce côté intuitif pour nous de Signature qui nous permet effectivement d'adapter l'acte, comme vous le disiez. On est en rendez-vous, on apprend qu'il y a du mobilier.
eh bien, pas de risque. On va cliquer sur la présence de mobilier et tout va en découler. Il n'y a pas d'oubli possible, notamment les conséquences fiscales. On n'a pas à se préoccuper. C'est-à-dire que dès lors qu'on donne une information, les conséquences en sont tirées. Donc ça, c'est vraiment un gain de temps pendant le rendez-vous ou voilà. Et ça nous permet également, au quotidien, de nous concentrer sur les tâches qu'on a à accomplir, puisque on l'a dit, le créateur, c'est pas seulement un rédacteur d'actes, il ne contente pas non plus de recevoir la clientèle, il a une partie comptabilité qui lui prend beaucoup de temps. Donc dès lors qu'il a une sécurité sur la rédaction de ses actes, il est clair que ça nous permet de gagner en productivité effectivement, mais surtout en réactivité. C'est-à-dire que face à un aléa qui se présente, on n'est pas paniqué puisqu'on sait qu'on a l'outil derrière et qu'on peut aller vraiment serein. Enfin, on essaye d'être serein dans la gestion de cet aléa par rapport au dossier. Et puis également sur l'aspect juridique, puisque c'est bien beau d'avoir un bel outil, mais encore faut-il que juridiquement ça tienne la route. Et justement, il y a une mise à jour assez constante des clauses, et également aujourd'hui le clausier étude qui nous permet, nous, d'avoir du sur-mesure par rapport à ce que nous souhaitons dans la rédaction des actes. C'est-à-dire que on va être vraiment maître quand même de ce qu'on souhaite intégrer dans notre acte. Et encore une dernière chose, c'est que tout ça s'intègre dans un écosystème. C'est-à-dire qu'on n'est plus seulement dans une rédaction pure et simple d'actes, c'est-à-dire qu'on a des informations à aller chercher. Et justement, en restant dans le logiciel, on va pouvoir aller chercher grâce à l'écosystème dans l'atlas des compétences. On est parisien, on est du Nord comme moi. On a une succession à Marseille. Avant, c'était une perte de temps pour nous d'aller chercher le département, les administrations. L'atlas des compétences nous fait gagner un temps fou. Et il n'y a pas que moi qui le dis, il y a ma collaboratrice. Nous sommes une équipe de râleuses, clairement. Et donc là, au contraire, ça nous permet de ne plus râler. Et encore aussi les partenariats avec les différentes bases juridiques qui nous permettent directement d'avoir les informations qui viennent à nous. Donc voilà, puisqu'aujourd'hui, nous, ce que nous cherchons comme créateurs, en tant que créateurs, c'est de pouvoir faire notre métier sereinement. On est déjà assez stressé comme ça. On court après le temps. On a besoin d'avoir du temps à consacrer également à notre vie personnelle, puisqu'il ne faut pas le perdre de vue également. Le métier, ça nous occupe énormément, mais il y a la vie personnelle. Et également la satisfaction du client. Et puis, forcément, un client heureux, ça rend le notaire heureux, tout simplement. Et du coup, on se porte vraiment mieux. Voilà. Merci beaucoup, Delphine. Et pour terminer, je voudrais juste reprendre ton dernier mot, c'est que rendre un notaire heureux, c'est aussi notre préoccupation. Et je vous remercie beaucoup pour ton parole. Merci. Alors, nous arrivons à la dernière thématique qu'on vous propose pour ce soir, avant d'enchaîner sur le cocktail. Alors, j'ai voulu faire un clin d'œil à l'un de mes sponsors. Et je trouvais que c'était de bon ton par rapport à la soirée de citer l'un de mes sponsors. C'est notre préoccupation, effectivement, la visibilité. Peut-être que c'est la vôtre aussi. Cette photo a été prise au sommet du Mont Vinson. Vous êtes à 4885 mètres et il fait moins 47. Alors franchement, fiducial, à moins 47, vous en foutez un peu. Seulement vous dites, merde, si je ramène pas cette photo, ils me financeront plus. Donc je suis peut-être obligé de faire un effort là-dessus et de me dire, il faut sortir ce drapeau du sac et donc l'afficher pour prendre une très très belle photo. Là, c'est bien, on a réussi à figer un instant qui a duré 20 secondes. On est sorti, on était à l'abri du vent parce que quand il fait moins 47 en température ressentie, en réalité il fait moins 30. Donc vous gagnez quand même 15 degrés quand il n'y a pas trop, quand il y a un peu de vent comme ça. Vous avez pas mal de choses à gérer. L'appareil photo qui gèle parce qu'il est aussi comme vous. Il n'arrive pas à s'ouvrir. Et puis j'étais avec cet ami qui est italien qui voulait apparaître sur la photo.
Et c'est raté, en fait, et on ne l'a pas refaite. Vous avez remarqué que moi, je suis à droite, à votre gauche, en fait, en l'occurrence, avec le masque de Dark Vador. J'ai pas du tout enlevé le masque de néoprène. Lui, il l'a enlevé. Et donc, une fois qu'on a fait la photo, ça a duré 20 secondes. Il était comme ça pendant 1 minute pour tout réactiver, puisqu'il était en train de geler des pommettes. Hein, donc, voilà les conditions de tournage de cette photo. Donc, c'est notre préoccupation, évidemment. On n'a pas d'engagement avec des sponsors sur la réussite ou pas d'un projet, mais pour autant, on a des rendus. Et aujourd'hui, on arrive même sur des communications en live. J'ai pu expérimenter ça sur la traversée du One Land et le pôle Nord. Et là, je vais faire ça aussi pour le pôle Sud. On a des puces GPS carrément sur nous. Hein, et comme ça, vous pouvez décider, vous, d'envoyer une information toutes les minutes, toutes les heures, tous les jours, enfin comme vous voulez. Et comme ça, en fait, tout le monde peut vous suivre. Le seul truc qui est rigolo, c'est que eux, ils vous suivent, mais vous pouvez pas vous servir des informations GPS que vous envoyez. Donc, vous êtes avec votre GPS ici ou votre boussole en disant « on a fait combien de kilomètres, tu regardais le truc, etc. » Donc, il n'y a pas d'aller-retour sur cette information. Et la recherche de visibilité, pour nous, est une préoccupation permanente et quelles que soient les conditions. On va voir pour vous. Quelle est l'importance de la visibilité en matière de relations clients, de développement de clientèle et de fidélisation de ses clients. Et donc pour cette dernière intervention, dernière thématique sur la visibilité, je vais appeler Frédéric Baudon, qui est le directeur général donc, de Fiducial e-Proximité, et il sera accompagné de Nicolas, qui fera aussi la conclusion donc, de l'ensemble de ces interventions. Vous pouvez les encourager. Bonsoir. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Alors, on l'a vu, on l'a dit, Jérôme nous l'a rappelé, la visibilité est importante. On l'a vu sur la photo qu'il a pris par -47. Vous n'allez pas être confronté à ces difficultés-là de température, enfin normalement, si le système de chauffage de l'étude fonctionne bien, tout ira bien. Mais par contre, vous avez une obligation de visibilité. Et aujourd'hui, la visibilité, on l'a dit, c'est les locaux. C'est impératif, mais ce sont aussi les réseaux sociaux, c'est aussi Internet, etc. J'étais ce matin à la gare de Lyon pour venir en arrivant ici, et à un moment donné, j'attendais le train des autres collaborateurs de Fiducial, et à un moment donné, je me suis arrêté, je me suis retourné, et c'était assez surprenant comme image. Il y avait 6 personnes autour de moi, et les 6 avaient la même attitude. Ils étaient penchés sur leur iPhone, sur leur téléphone mobile, et ils regardaient quelque chose, je ne sais quoi. Et je me suis dit, mais c'est hallucinant, c'est-à-dire que l'ensemble de la société aujourd'hui est penchée sur son téléphone. On va au restaurant, vous voyez les couples qui sont ensemble, qui dînent en amoureux, mais en fait ils sont en amoureux avec leur téléphone. Et donc du coup, on se disait avec Frédéric, mais c'est pas possible que cette visibilité-là n'affecte pas également la profession notariale. Alors, il y a une communication, on l'a dit, et une transparence qui est très attendue de la part des clients. Sébastien nous le rappelait, eh bien, cette communication et cette transparence va de pair également avec cette visibilité et ce que l'on va faire sur Internet. Mais la spécificité que la profession a, je vous rappelle, on ne l'a pas encore dit, mais on est aussi, en tant que notaire créateur, on est aussi officier public. Et on a des règles déontologiques strictes, à rappeler. Strictes. Et la visibilité, l'Internet, les réseaux sociaux, etc., passent également par un certain nombre de chartes, de règles, de documents que la profession a publiés, que vous retrouvez sur le réseau notaire.fr, que vous avez le règlement national intercours, vous avez la charte pour un développement éthique du numérique notarial. Héloïse va me dire que j'ai amené tous mes documents papier, le guide des médias sociaux, le code de déontologie notariale pour l'utilisation d'Internet. Tous ces documents-là doivent véhiculer. Alors, on a une équation qui est un peu complexe, là, Frédéric, à résoudre. Comment la résoudre? Dites-nous. Elle est très simple. Si le notaire créateur se pose encore la question de savoir pourquoi il faut être visible sur Internet, il n'y a qu'une réponse, c'est que 100% de ses futurs clients ils sont sur Internet. Et la petite anecdote de Nicolas qui disait que tout à l'heure, quand il était à la gare, il y avait 6 personnes qui regardaient avec leur smartphone quelque chose sur Internet. Aujourd'hui, c'est encore freiné par la vitesse des réseaux, et en 2020, il y a la 5G, et ça c'est fini parce que c'est 100 fois plus rapide que la 4G. Et donc, il n'y a plus de limite à l'Internet. Donc, 100% de vos futurs clients, ils sont Internet.
Donc il faut être sur Internet, il faut être visible, il faut communiquer, il faut que sa marque soit présente sur Internet. Si vous avez pris le temps de trouver un local qui est visible, etc., c'est très bien, c'est la première étape, et ça c'est le minimum. Par contre, c'est pas suffisant. Quand vous sortez le soir, il y a des gens qui vous chercheront peut-être sur Internet, et en tout cas, vos prochains acteurs, eux, ils sont digitaux, et ils ont cherché leur bien immobilier sur Internet, ils l'ont visité pratiquement en visite virtuelle sur Internet. Est-ce que vous pensez qu'ils vont pas chercher leur notaire sur Internet ? Le croire, c'est se tromper, à mon avis. Donc moi, je dis, oui, il faut être visible sur Internet pour développer, assurer sa présence. On a vu un chiffre, là, 30% des créateurs sur Internet, mais c'est... Moi, je dis, c'est pas un bon chiffre. 100% des créateurs devraient être sur Internet parce que c'est un facteur de croissance phénoménal pour le créateur. Il cherche de la clientèle. La clientèle, elle est là, elle l'attend. Elle est là, elle tape notaire de proximité, elle tape une ville, un village, elle vous cherche. Donc, il faut être présent sur Internet. Ne pas l'être, c'est déjà, à mon avis, quand on parle de stratégie, de business plan, etc., ce serait une erreur stratégique de ne pas être sur Internet. C'est mon avis. Bon, moi, je suis piqué Internet, mais c'est normal. Mais je vous assure qu'il faut être sur Internet pour développer sa notoriété. Et par rapport à la problématique du notaire-créateur, le notaire-créateur, il essaye de rattraper du retard par rapport à son confrère qui, lui, est installé depuis des années et des années et il se passe l'étude de notaire en fils, etc. Donc, le notaire-créateur, il a une opportunité unique de rattraper ce retard parce que là, il a un espace, un no man's land sur lequel, paradoxalement, et si on regarde le slide le suivant, on verra, et on a fait des enquêtes, avant 2017, il y avait 147 sites notaires sur Internet. Depuis 2017, il y en a 786 qui ont été publiés. Et si on fait le total, on a 850 à peu près, et ça, c'est 13% de la profession sur Internet. 13%, c'est-à-dire rien. Il y a encore tout à faire sur Internet. Et le créateur, il a vraiment un facteur d'opportunité pour rapidement prendre cet espace et trouver des nouveaux clients. Alors les trouver d'une part, mais aussi les fidéliser. Parce que comme le disait Nicolas, sur Internet, je vais véhiculer mon image de marque, mon étude, je vais aussi parler de mes savoir-faire et éventuellement communiquer sur mes horaires d'ouverture, etc. Ça a l'air de rien, mais je vais communiquer, je vais permettre à un client ou un futur client de me poser des questions, de savoir ce que je vais faire, etc. Et je serai présent 24/24, 7 sur 7. C'est vraiment intéressant et j'aurais tendance à dire, certaines études, elles créent leurs études, après elles font leur bureau annexe. Faites vite votre bureau virtuel sur Internet parce que c'est pratiquement obligatoire, il faut être présent sur le web aujourd'hui. Alors, pardon Frédéric, attention quand même, hein, je véhicule sur mon savoir-faire, mais toujours dans le respect de la déontologie professionnelle. Car vous pourriez être embêté par la Chambre ou le Conseil régional si vous ne respectiez pas ces éléments-là. J'aime bien rappeler. Tout à fait, c'est très important. Effectivement, on produit chez Fiducial beaucoup de sites Internet. Par contre, chez les notaires, on suit strictement un cahier des charges qui a été émis par les instances et donc on le suit à la lettre. Donc ça vous rassure aussi parce que l'intérêt, le notaire a protégé aussi sa profession un peu sur Internet puisque on ne peut pas y aller n'importe comment. Et l'intérêt d'y aller aujourd'hui, tout de suite, etc., c'est que sur Internet, il y a ce qu'on appelle le référencement. Le notaire n'a pas le droit de faire du référencement payant. Il va faire que du référencement naturel. Et le référencement naturel, c'est aussi l'antériorité à la présence sur Internet qui va vous déclencher votre référencement naturel. Ça va être la qualité du site, effectivement, mais l'antériorité d'un site sur Internet va commencer à monter dans les moteurs de recherche, etc. Et ça, c'est très long. Donc, prendre date tout de suite, être sur Internet, ça paraît très important, puisque vous allez vous mettre en mouvement, entre guillemets, sur Internet pour être référencé, être visible, être trouvé. Très bien. Un mot. Pardon, j'étais en train de penser à autre chose, excusez-moi. J'étais en train de penser à un nouveau texte, mais Héloïse va me lancer toutes ses foudres. Pensez également au nouveau texte, au nouveau décret du 29 mars 2019 sur la sollicitation personnalisée qui vient d'être publié et qui concerne les avocats d'une part, mais également les notaires, les huissiers et les commissaires-priseurs, si ma mémoire est bonne. Mais en tout cas, il concerne les notaires. Donc pensez également ça. C'est la sollicitation personnalisée qui passe par ces aspects de dématérialisation et d'Internet.
Autre chose sur l'aspect site internet, sur la manière, sur ce qui va se passer ce soir également? Ce soir, on a la chance et on a proposé de vous accompagner, de vous aider à être tout de suite sur Internet. On a mis en place une carte de visite digitale. C'est rien d'autre qu'un site Internet qu'on est capable très rapidement de produire pour vous preniez date sur Internet. On aura des personnes dans la salle avec des tablettes. Soit vous allez les voir, ils vont vous accompagner pour créer votre site Internet en 10-15 minutes avec simplement quelques questions. Soit si vous n'avez pas le temps, vous recevrez un mail et cette procédure pourra s'engager et il n'y aura pas de problème. Vous aurez votre mini-site sur Internet. C'est un premier pas, mais comme je l'ai dit, le plus important, c'est d'être tout de suite visible. Et après, bien entendu, on sera capable de vous accompagner et de faire des sites sur mesure, des sites de toute taille. Je corrige juste, Frédéric, une seconde. C'est 5 minutes. Héloïse me faisait les gros yeux. C'est 5 minutes et c'est gratuit. Oui. 5 minutes, ça c'est quand le client connaît toutes les informations et les réponses. Il les connaît, mais il les connaît. Moi, je dis 10 minutes par expérience, 10 minutes. Ok. Jérôme? Non, c'est à moi? Je crois que c'est à toi. J'ai annoncé que tu allais conclure, donc je te laisse conclure. Je reprendrai la parole pour vous donner des informations sur Je croyais que Jérôme voulait reprendre la parole pour nous parler encore avec sa passion de l'Everest. On va la mettre en œuvre juste après. Très bien. J'étais en train de réfléchir à ça. Alors, vous le voyez, Fiducial est capable de vous accompagner et susceptible de répondre à toutes vos attentes ou vos inquiétudes tout au long de votre processus finalement de création. Alors, vous avez vu les experts de Fiducial Expertise. Avec cet aspect expert comptable qui est capable de maîtriser le business plan, qui est capable de maîtriser l'accompagnement comptable, la paye ou notre nouveau système de saisie comptable à distance, puisque nous venons de lancer un système d'accompagnement des notaires à la saisie comptable, essentiellement la comptabilité office, pour dégager un petit peu ce temps qui est extrêmement dévoreur, comme nous le rappelait Violaine, et pour pallier à ces parfois méconnaissances de la comptabilité notariale que nous avons, du fait des études que nous avons poursuivies et qui nous ont laissé un petit peu en plan sur cet aspect. L'aspect Sophiral, Fiducial Sophiral avec Annie Gien, les avocats spécialisés notaires qui sont capables de vous accompagner dans tout changement dans votre structure. Informatique Informatique et Michael avec Delphine et Sébastien qui, de la rédaction d'actes en allant jusqu'à la négociation, en passant bien évidemment par la comptabilité notariale, est susceptible de vous apporter une réponse. Et enfin, Proximité avec Frédéric qui vous apporte la capacité à mieux communiquer sur le monde extérieur. Alors oui, un accompagnement, nous avons voulu accompagner le notaire tout au long de sa vie, tout au long de sa vie de créateur, tout au long de ce projet d'entreprise qu'il a souhaité mettre en avant pour pouvoir mieux répondre aux clients. Alors en fait, qu'est-ce que nous devenons? Eh bien, nous devenons votre Sherpa. Vous avez vu l'image tout à l'heure. Nous devenons le Sherpa du notaire créateur afin que nous soyons en mesure de vous accompagner à chaque instant et d'être à vos côtés à chaque instant. Merci. Merci à tous. Merci Nicolas. J'ai remarqué que la trajectoire qui a été choisie est un peu... on essaie d'aller un peu plus droit en fait. Voilà, je ne ferai pas de commentaires plus que ça, mais on peut imaginer qu'il y avait des zones avalancheuses et c'est pour ça que vous avez cherché à les éviter. Alors, vous voyez qu'on a lancé quand même pas mal de sujets, d'informations, des pistes. Ça peut-être vous avez autant de questions, voire plus à la fin qu'au début. Donc là, vous allez pouvoir avoir un temps d'échange donc avec l'ensemble des équipes fiduciales qui sont là, donc dans le cadre d'un cocktail qui va avoir lieu ici. Donc on a un petit apéritif sur le côté, puis ils vont débarrasser les chaises et on aura le cocktail ici. Juste avant, j'ai envie de vous proposer, c'est ce à quoi je réfléchissais du coup Nicolas, une petite activité. Si on peut mettre la diapo qui suit. J'ai un petit peu réfléchi, puis je me suis dit qu'ici, finalement, ça ressemble bien à un camp de base. Parce que dans un camp de base, c'est là où on se repose, c'est là où on dort, enfin, vous n'avez pas dormi, mais c'est là où on mange. Donc, il y a tous ces éléments-là, donc c'est les éléments de confort. Et ici, il y a un sommet à faire.
Ben oui, la terrasse. Il y a la terrasse. Alors, je vous propose 2 voies possibles. 2 voies. 2 voies. Il y a la voie normale, c'est-à-dire avec moi par l'extérieur. Et ensuite, il y a la voie plus engagée. Si vous voulez, vous pouvez prendre, en fait, juste devant les toilettes, là, les escaliers. Vous avez exactement 72 marches, je les ai comptées tout à l'heure, pour arriver jusqu'au sommet et profiter du panorama. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Et puis on se retrouve ici donc pour la partie cocktail.